Kaliane est professeure de yoga. Elle est très à l'écoute de son corps, soucieuse de son alimentation et connectée à la nature. Et quand elle tombe enceinte, elle vit une grossesse paisible, mais très rapidement obscurcie par un nuage qui pèse au-dessus de sa tête, celui de la macrosomie. On lui dit dès la deuxième échographie que son bébé est gros, très gros, trop gros même. La grossesse suit son cours tranquillement, mais à 3 semaines de son terme, le verdict tombe. Dans 1 semaine, il faudra la déclencher. Oubliez son projet de naissance physiologique, elle nous raconte avec beaucoup de force et d'émotion la longue histoire de son déclenchement et de la naissance de son bébé, qui dès ses premières mesures in utero sort des cas standards de notre société. Si tu es enceinte, maman, et que tu as envie de te faire du bien pendant toute ta grossesse, de te préparer à ton accouchement, physiquement et mentalement, et de te préparer à un postpartum qui soit vécu le mieux possible, on se retrouve sur lenistudio.com, le studio de yoga périnatal que j'ai créé pour t'accompagner du premier au dernier jour de ta grossesse et jusqu'aux 6 mois de ton bébé. On pratique ensemble toutes les semaines depuis le confort de ta maison et je te guide semaine après semaine dans des pratiques de yoga, des rituels et des méditations. À très bientôt là-bas, maman. Bonjour Kaliane, bienvenue. Salut Sarah, merci beaucoup d'avoir... Exactement. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir parler aujourd'hui, nous raconter ton histoire, l'histoire de un petit peu ta grossesse, ton accouchement, et on va parler aujourd'hui spécifiquement de ton déclenchement et des raisons qui l'ont emmené. Donc, si tu veux bien déjà commencer par une petite présentation de toi, nous dire qui tu es, comment est ta famille. Ça marche. Déjà, ouais, merci pour cette invitation. C'est toujours plaisant d'échanger déjà avec toi et de participer du coup à cette émission. Donc ça, c'est cool. Donc je m'appelle Kaliane, j'ai 30 ans, j'ai un fils qui a 2 ans maintenant et un chéri qui a 45 ans. On vit tous les deux maintenant à la campagne, mais voilà, quand j'ai accouché, j'étais encore à Paris. Bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais ça permet de donner un contexte géographique, en tout cas, à cette histoire. Et tu sais, peut-être que si finalement, hein, peut-être que tu vivrais ton histoire ailleurs aujourd'hui, peut-être qu'elle se passerait différemment, mais bon, c'est ça possible. c'est effectivement un autre sujet dans un autre espace-temps. Exactement. Merci pour cette présentation. Alors maintenant, est-ce que tu peux du coup nous raconter un petit peu plus ton histoire, nous raconter déjà dans les grandes lignes ta grossesse, comment elle s'est passée, comment tu l'as vécue, et voilà, raconte-nous ton histoire qui est arrivée donc jusqu'à ce déclenchement entre autres. Ça marche. Faut savoir que moi, j'ai eu un peu la grossesse parfaite dans le sens où il y avait 0 souci. En plus, j'avais à ma disposition quand même pas mal d'outils puisque je suis professeure de yoga. Donc, voilà, le yoga, je connais, je sais comment pratiquer pour moi. Et en plus, j'étais en très grande forme pendant ma grossesse. Pas trop les premiers mois, on va pas se mentir, beaucoup de nausées, mais c'était quand même gérable. Mais j'avais moins d'énergie. Mais à partir du 3e mois, 4e mois, j'avais beaucoup d'énergie, donc je me suis mise à énormément pratiquer le yoga, donc ça m'a fait du bien, j'étais dans un bon état d'esprit. On avait des projets aussi avec mon chéri à venir, donc vraiment c'était une époque dans laquelle je me sentais vraiment bien, que ce soit dans ma tête, dans mon corps, dans mon couple, enfin on va dire que tout allait bien, donc la grossesse s'est extrêmement bien déroulée, en tout cas de mon point de vue elle s'est extrêmement bien déroulée, je me sentais vraiment en forme et en fait dès le démarrage il y a quand même eu on va dire un peu un nuage au-dessus de cette grossesse qui n'a pas été déposée par moi, hein, clairement, qui a été déposée par les personnes qui me suivaient pendant cette grossesse, donc d'un point de vue médical. Est-ce que tu peux nous dire justement où tu étais suivie, oui. Comment Moi, pour le coup, j'étais, quand j'ai fait mon test de grossesse, je suis allée faire une prise de sang par moi-même. Hein, j'ai pris la décision pour m'assurer que tout allait bien. Et après, j'avais appelé un médecin généraliste qui était aussi en charge de mon suivi gynéco et qui, elle, était vraiment dans un mood à me dire, mais en fait, pour l'instant, tout va bien, donc on se verra. Je vais vous prescrire pour faire la première écho, mais si tout va bien, vous êtes en bonne santé, il y aura rien, donc on vous la paie, quoi. J'ai trouvé ça très bien. En réalité, moi, ça me plaisait bien. Et en fait, on a déménagé en cours de route. Donc ça a changé un
pas mal de choses, à la fois en positif et en même temps peut-être sur certains aspects en négatif. C'est que en fait, au début, dès que j'ai su que j'étais enceinte, je me suis très rapidement inscrite à la maternité parce qu'à Paris, c'est limite, tu peux ne pas avoir de place en fait pour accoucher, ce qui peut sembler dingue, mais c'est une réalité. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, je vais aller à côté de chez moi. Donc, j'habitais en face littéralement de Necker, qui est donc un énorme hôpital, voilà, pour enfants. D'ailleurs, pour moi, quand j'étais allée, le mood m'avait pas trop plu parce que on rentre dans un endroit où, quand même, où en fait il y a des enfants malades, donc et puis c'est écrit en gros hôpital pour enfants malades. Enfin, c'est un peu, voilà, le mood m'avait pas vraiment plu et j'avais fait ma première. Disons qu'effectivement tu penses pas forcément à ça quand toi tu apprends que tu es enceinte, c'est pas les mêmes sentiments qui sont associés. Exactement. Donc j'avais fait d'ailleurs une écho là-bas, un rendez-vous là-bas aussi. Et donc on avait déménagé près de Paris, une commune qui est collée qui s'appelle Saint-Mandé. Et donc là forcément, je m'étais dit je vais pas courir dans tout Paris. J'avais plus d'1 heure de transport pour aller chez ma médecin généraliste. Donc je vais me trouver une sage-femme à côté. Sage-femme dans l'absolu qui était très gentil, hein, mais après, avec le recul aussi, qui a conditionné pas mal de choses par rapport à cet accouchement. Donc, bon, à refaire, je ne serai pas suivie par elle. Et en fait, donc le fameux nuage dont je parlais, qui s'est rapidement mis au-dessus de ma tête, c'est que au moment donc il y a eu la première échographie. Et en fait, très rapidement, on m'a dit, oh là là, vraiment, il est déjà très grand. Pour l'anecdote, là, c'était sur la 2e échographie. En fait, on m'a posé, je ne sais pas combien de fois, la question de quand est-ce qu'avaient eu lieu vos dernières règles, parce que en fait, ils étaient persuadés, ça m'a poursuivi jusqu'à la fin, en fait, mais jusqu'à 20 minutes avant d'accoucher, hein, vraiment pour le dire. On n'arrêtait pas de me demander si je ne m'étais pas trompée de moi, parce qu'ils étaient persuadés, en fait, qu'il avait 1 mois de plus que ce que j'annonçais. Ah ouais. Et qu'à l'écho de datation, il y avait une erreur de fait. Parce qu'à l'écho de datation, en fait, ils se rendent compte. Une erreur qui était faite à ce moment-là. Ils pensaient qu'il y avait une erreur de mesure faite à l'écho de datation et une erreur de ma part sur mes dernières règles, donc qui montrerait qu'en fait, il y a un décalage de 2-3 semaines par rapport à ce qui était annoncé à la fois sur l'écho de datation et à la fois par moi. Donc, ce qui semblait en vrai complètement improbable, une espèce de théorie du complot autour de la grossesse. Donc moi, je soutenais que non, et je savais surtout, je connais mon corps, je savais très bien quand est-ce que j'avais ovulé, je savais très bien quand est-ce que j'étais tombée enceinte. Enfin, je le savais, donc j'étais persuadée, voilà, de ce que j'annonçais, et surtout, j'avais le souvenir de l'écho de datation. Certains médecins qui peuvent penser que les femmes n'ont pas ce savoir. Qu'on ne sait pas et qu'on a besoin d'un médecin pour qu'il nous dise quand est-ce qu'ont lieu nos dernières règles. Exactement. Et donc, il y a eu très rapidement, on m'a alerté, voilà, il est quand même très grand, mais bon, ça va se stabiliser. Pas mal de questionnements, vous, dans votre famille, combien de kilos vous faisiez à la naissance, votre conjoint, votre père, votre mère, votre soeur, tout le monde y est passé. D'accord. Et alors, du coup, pour le coup, toi, ton conjoint, vous étiez des bébés, entre grosses guillemets, dans la norme, c'est ça? Non, on était des bébés plutôt grands et plutôt… Tous les deux. Gros, parce que je déserre ce mot, mais on va parler des mots qui sont employés, de gros bébés. Ouais, bien sûr. Et voilà, ça fait partie, c'est un terrain familial et surtout, ça vient de mon côté. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment un très grand et très gros bébé à la naissance. Une petite fille qui fait plus de 4 kilos, voilà, c'est des bébés bien costauds, quoi. Tu peux nous dire justement la taille et le poids que tu faisais à la naissance, tu te souviens? Moi, je faisais 4 kilos et je faisais, je crois, 48 cm. Donc, voilà, c'est un bon D'accord. bébé. À terme? Oui, à terme. D'accord. Et en fait… Après, moi, ça me semble tout à fait dans les normes. Ouais, alors on peut dire, voilà. Alors 4 kilos, effectivement, c'est peut-être supérieur à la moyenne. 48 cm, ça me paraît tout à fait normal. Ça paraît plutôt cohérent, mais voilà, à l'époque, en tout cas, c'était considéré comme un gros bébé. Pour la petite anecdote, ma maman avait elle-même été déclenchée. Je suis arrivée née sous déclenchement, par voie basse, mais déclenchée. Donc, et ça, je l'ai su je l'ai su le jour où j'ai accouché, en fait, quasiment. Donc, c'est assez intéressant aussi de se rendre compte qu'on est
on nous prive un peu aussi de notre histoire de naissance au final. Et ma maman n'y est pour rien, c'est pas sa faute. Je pense que c'est effectivement la façon dont on la vit qui peut conditionner ce qui est transmis. Alors, elle l'a très bien vécu, mais pour elle, justement, c'était anecdotique, cette histoire de déclenchement, alors que ça l'est pas du tout, en réalité. C'est le message que je veux faire passer. Et elle, à l'époque, elle a très bien vécu ma naissance. Elle en a un excellent souvenir parce que, en ces mots, c'était tranquille. J'avais une péridurale, j'ai lu le journal, puis à un moment, t'as vu, j'étais la 3e. T'es sortie. Voilà, c'était génial. Pas vraiment, donc accouchement facile, mais accouchement ultra médicalisé. Mais a priori, elle, ça l'a rassurée et ça a fait qu'elle se sentait bien. Voilà. Et donc pour en revenir donc à mon histoire, donc voilà, beaucoup d'alertes et puis le fameux diabète gestationnel. Ça on en avait parlé, Sarah, je pense que tu t'en souviens parce que en fait comme on m'a demandé de faire le test du diabète gestationnel et on m'a demandé très rapidement on m'a dit il faut vraiment le faire parce que là bébé a l'air quand même bien gros, donc pareil, je cite les mots qu'on me disait, le bébé a l'air quand même bien gros et vous avez pris beaucoup de kilos. Alors moi, ça c'est quelque chose, j'en voyais vraiment chier quand on me disait ça, parce qu'en réalité, en fait, je ne me pesais pas, ça ne m'intéressait pas. Quand j'arrivais à l'hôpital pour des contrôles ou autres, je ne regardais pas la balance et de toute façon, je n'écoutais pas l'énoncé, mais je n'écoutais pas parce que je m'en fichais, parce que je savais ce que je mangeais. C'est quelqu'un qui a une alimentation qui est équilibrée, très vivante dans le sens où je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Donc en fait, je ne mangeais pas vraiment plus. Je m'écoutais et en fait, j'ai jamais eu aucun souci avec mon poids, mon corps. Donc, j'avais pas envie qu'on me foute des complexes alors que j'étais dans une période de ma vie où j'avais envie en fait de me sentir belle, de me sentir rayonnante, etc. Donc ça, j'avais vraiment fermé la porte à tout ça par rapport à moi, à mon corps. Mais bon, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Les gens avaient peur. Le corps médical avait peur pour moi. J'ai un père qui est diabétique. Ma mère avait fait du diabète gestationnel. Donc, tous les voyants, entre guillemets, étaient un petit peu au rouge pour eux. Donc, j'avais fait un premier test de diabète gestationnel qui s'était avéré être négatif. Je ne faisais pas de diabète gestationnel. Pour info, ça aussi, ça a été remis en question. On m'a demandé plusieurs fois de refaire des tests. J'ai refusé de faire ces tests-là parce que, en fait, premièrement, je savais que je n'en faisais pas puisque j'avais fait un premier test. Et en fait, au bout d'un moment, qu'on me foute un peu la paix, quoi. Ça aussi, j'avais refusé. Ouais, c'est ça. Et jusqu'à la fin aussi, jusqu'à 20 minutes avant la naissance de mon fils, on me disait, vous devez faire du diabète gestationnel, il doit y avoir une erreur. Il y avait vraiment cette croyance, en fait, que ce n'était pas possible autrement. Que c'était pas possible que j'ai, je dirais la taille et le poids de mon bébé à la fin, mais que c'était pas possible que j'ai un enfant de cette taille et de ce poids sans faire de diabète gestationnel. Donc, on m'a un peu saoulée avec une grossesse qui, de ton vécu, de ton intériorité, s'est bien passée, mais un suivi qui a quand même été un peu anxiogène. Ouais, et puis conflictuel, clairement conflictuel parce que obligé de tenir un petit peu tête. Et pour la petite anecdote, j'avais une échographe, on dit comme ça, une personne qui fait des échographies, une personne vraiment très professionnelle, très compétente, ça n'a pas de sujet. D'ailleurs, elle a été très recommandée, c'est vraiment une femme très compétente. Un beau cabinet, machin. Et en fait, je me souviendrai toujours, j'étais allongée, je fais une écho, donc de nouveau, ouais, il est vraiment très grand, mais c'était toujours, il est vraiment très gros, mais il a l'air quand même aussi très grand, donc peut-être que proportionnellement, etc., machin. Et en fait, j'étais allongée, elle me dit, mais bon, en même temps, donc elle ne savait pas quel métier je faisais, elle ne savait pas à quoi ressemblait mon quotidien, elle ne savait pas comment je bougeais. Donc, il faut savoir que je donnais plein de cours de yoga, que je pratiquais pour moi beaucoup de yoga, que je marchais, que j'étais hyper active, très sportive aussi pendant ma grossesse. Et en fait, elle m'avait sorti, oui, mais vous savez, les femmes maintenant, donc déjà, les femmes, tout le monde dans le même panier. Voilà, depuis le Covid, elles se bougent pas trop. Et là, je me souviens vraiment, je lui avais dit, alors, les femmes, je crois que je lui ai dit, les femmes vous remercient pour cette intervention, enfin, j'allais dire tout comme ça. Et surtout, je lui avais dit, mais en fait,
je vais parler pour moi parce que du coup, moi, je connais ma vie, donc je peux m'exprimer. Et je lui ai dit ce que je viens de te dire, tu vois. Et en fait, j'ai dit, mais ça va pas, hein, en fait, de dire des choses comme ça. Bref, donc voilà, beaucoup de questionnements sur, voilà, gros pépé, diabète, attention, restez active, attention, mangez pas trop, faites attention, enfin voilà. Ouais, beaucoup de choses directives. qui peuvent être anxiogènes en fonction de la personne qui est en face. Toi, voilà, tu as la chance, entre guillemets, d'être quelqu'un de solide mentalement, quelqu'un d'aussi informé sur la santé, sur ton alimentation, sur la façon dont tu bouges, qui a de bons réflexes. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quand même un discours, je pense, qui est vraiment très généralisé, que beaucoup de femmes enceintes entendent ce genre de discours et que toutes les femmes n'ont pas les informations que toi tu possèdes, qui leur permettent de relativiser un petit peu ce qui leur est dit, qui leur permettent de faire un pas de côté et se dire, comme toi tu as pu le faire par rapport à ton poids, et se dire, ok, je sais que je prends du poids, mais je connais mon rythme de vie, je sais au quotidien ce que je fais pas, ce que je mange, ce que je mange pas, et je sais que je ne me mets pas en danger, que je suis en pleine santé et que tout va bien. Exactement. Et en fait, toutes les femmes n'ont pas la capacité à avoir à arriver à ce résultat-là parce que on nous dit que voilà, le médecin, les médecins qui vont nous suivre, savent mieux que nous. C'est eux, alors savent mieux que nous, et que c'est eux qui vont être les garants de notre bonne santé. Et donc voilà, s'il y a une alerte, s'ils nous lancent une alerte, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel il faut être alerté, justement, faire attention et écouter des directives qui ne sont pas toujours les plus sensées parce que, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, ils n'ont pas le contexte dans lequel on vit. Ils n'ont pas notre facteur personnel et c'est juste un instant T avec juste des données, des mesures, des choses comme ça qui ne reflètent pas du tout la réalité de notre vie. Exactement. Mais bon, pour l'info, l'information et peut-être voilà cette sensation d'être forte, je l'ai quand même très rapidement perdue en fin de grossesse. Du coup, quand on m'a clairement fait comprendre que je n'allais pas pouvoir attendre la fin de ma grossesse pour donner naissance à mon fils. Et c'est vraiment le point de bascule qui a fait que à partir de ce moment-là, je ne me suis plus sentie capable. Alors que jusqu'à présent, je me sentais capable. Ouais, justement, quel était ton projet de naissance pour cette grossesse, pour cet accouchement? Alors pour cette naissance, voilà, j'avais choisi en fait un hôpital donc qui était les Bleuets à Paris, qui était un hôpital très connu pour son aspect physio. Voilà, moi je voulais un accouchement physiologique qui respecte voilà ma mobilité. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc je ne peux pas imaginer de rester allongée pour donner vie. Donc j'avais besoin qu'on respecte ça. J'avais un projet de ne pas prendre de péridurale. Je voulais être la plus connectée, on va dire, à ce qui se passait possible. J'avais émis le souhait, voilà, s'il y avait possibilité d'être le maximum dans l'eau, c'est un élément dans lequel je me sens bien ou qui a toujours soulagé les douleurs quand j'en avais. Donc, je savais que j'allais me sentir bien. J'aime la chaleur aussi au début de l'eau. Enfin, donc, je savais que j'allais me sentir bien. Donc, j'avais fait vraiment un projet de naissance très physio avec le moins possible d'intervention. J'avais un projet d'allaitement. Donc, j'avais demandé voilà, un pot à pot direct. J'avais demandé d'attendre le plus longtemps possible pour couper le cordon. D'ailleurs, entre parenthèses, ça, on m'avait très rapidement dit oui, on fait un peu, on fait au mieux. Non, en fait, vous faites pas au mieux, vous faites ce qui vous arrange, en fait, en réalité. Et ça, j'avais senti que ça allait devoir être un petit peu un combat, donc j'avais demandé à mon conjoint qui avait beaucoup d'angoisse par rapport à l'accouchement. Je lui avais demandé par contre d'être garante de ça, de veiller à ce qu'ils attendent le plus possible et à répéter, parce que je savais que
ça s'est pas passé comme Mais ça, toi, mais tu je serais m'étais peut-être. dit, je serai avec mon bébé, il y aura, voilà, donc je verrai rien. Enfin, donc du coup, je lui avais demandé d'être garante de ça. Donc voilà, j'avais exposé tous ces souhaits, je l'avais écrit mon projet sur un papier. De toute façon, lui, c'était quand même très bien accueilli et il est vrai quand même que ça dépendait aussi pas mal des sages-femmes sur lesquelles tu tombais. Tu avais Bien des sûr. sages-femmes très physio, formées par de Gasquet, qui étaient vraiment là-dedans, et d'autres qui l'étaient clairement beaucoup moins. Moi, j'ai eu la chance à la fin d'être avec Alors, une femme extraordinaire, pour le coup, mais c'est pas ouais, le cas de tout je le monde. pense que ça dépend grandement, effectivement, des Mm. personnes qui vont être présentes le jour de ton Mm. accouchement et des autres femmes qui vont accoucher, de Oui. quelle charge de travail ont les sages-femmes au moment où Mm. toi tu accouches. Effectivement, c'est des données qui sont imprévisibles à l'avance quand on est Exactement. dans le contexte d'un accouchement en maternité classique, on va dire. Tout à fait. Donc voilà, ça c'était le projet. Et donc, bien entendu, mon projet, c'était d'aller quand même à terme de cette grossesse. Je n'avais pas une envie, même si comme toutes Évidemment. les femmes enceintes, j'en avais ras-le-bol à la fin, on va pas se mentir. J'avais un ventre énorme, vraiment énorme. Et en fait, je me souviens aussi beaucoup déjà de peurs qui étaient projetées de la part de mon entourage, des amis ou autres qui me disaient mais accoucher sans péridurale, quand on t'annonce que tu as un bébé qui de toute façon va faire plus de 4 kilos, tu vas vite renoncer. Donc, il y a des petits mots par-ci, par-là. Bon, moi, vraiment, jusqu'à la fin, je dis vraiment jusqu'à ce point de non-retour, je disais non, mais en fait, moi, j'ai mon projet, on me fout la paix. J'étais vraiment dans ma bulle. Mais il y avait quand même pas mal de peurs déjà qui étaient projetées et qui petit à petit se sont quand même bien immiscées dans mon esprit. Bien et ça, sûr. avec le recul, je m'en rends compte. Donc, pour expliquer le point, je Et fais ton donc conjoint, Vas-y. pardon, excuse-moi. Ton conjoint, lui, il te suivait dans ce projet ou il était quand même aussi un peu. Complètement. Après, non, il m'a toujours énormément fait confiance. Donc, il savait que toutes les décisions que je prenais étaient des décisions éclairées pour mon bien-être. Et surtout, c'est quelqu'un qui a toujours dit, mais en fait, moi, je suis là pour te soutenir, mais c'est toi qui accouches. Donc, qui je serai pour t'imposer, en fait, des choix, quoi. Donc, ça, c'était cool. Même si, voilà, on va pas dire que c'était pas le meilleur allié, même si au final, ça s'est révélé l'être le meilleur allié. Donc pour lui, ça a été aussi une épreuve assez importante. Mais sur le papier, c'était pas le meilleur accompagnant, quoi. Mais bon, il s'est avéré grâce à la sage-femme il a été obligé de l'être et en fait, il s'est révélé être un excellent accompagnant dans cette histoire. Mais du coup, voilà, pour redonner le contexte, dernière échographie. Et là, cette dernière échographie, donc l'échographie du dernier trimestre, je ne sais plus, je crois, elle a lieu au 8e mois, quelque chose comme ça. Enfin, je me souviens plus trop, mais voilà. Et en fait, à cette échographie-là, de nouveau, gros point d'alerte de la part de l'échographe, vraiment bébé en dehors des percentiles, là, leur truc, vraiment, il était, enfin, il y a sur je sais plus, 1000 bébés, il y avait que un comme lui, quoi. Enfin, c'était un truc qui était énorme. Enfin, la courbe, on voyait, il y a les courbes, il y avait même plus, en fait, on pouvait plus non mais il était plus sur la courbe et c'est là où tu te dis c'est sympa, mon fils n'est déjà pas dans la boîte, bon ça m'arrange en vrai, mais il n'y avait pas, donc ils étaient obligés de mettre en dehors. Enfin, c'était très étrange d'ailleurs comme sensation de se dire ah ben en fait rien n'est prévu pour lui déjà. Et en fait du coup est-ce qu'à ce moment-là on te parle, le mot j'imagine est abordé, on te parle de macrosomie. On me parle pour la première fois de ce mot et comme tout le monde le premier réflexe c'est zomie. Et en fait, on pense à trisomie. Et en fait, on pense que ton fils a un handicap. On pense que ton fils a un handicap, en fait. Ouais, quelque chose de... En réalité, c'est considéré, encore aujourd'hui, à 2 ans, sa taille et son poids sont considérés comme un handicap par beaucoup de personnes que je croise. Et moi, je me bats au quotidien pour ça. Je ne lâche rien. Parce que les troubles alimentaires, en fait, c'est aussi présent chez les enfants, enfin chez les petits garçons, pas que chez les filles. Et en fait, c'est hors de question qu'ils soient mis dans une boîte. Et donc, on a commencé à me parler de bébés macrosomes, de macrosomie. Et donc, quand j'ai dit, mais en fait, c'est quoi ? Ce sont de gros bébés.
D'accord. Ça veut tout dire et rien Alors, il faut dire, savoir en quand même plus. que, ouais, exactement. Il faut savoir que est considéré comme macrosome un bébé dont le poids prévu à l'accouchement, dont le poids prédit à l'accouchement dépasse les 4 kilos. Oui. Donc aujourd'hui, on est quand même, la société évolue un petit peu, hein. Le Mm. poids moyen d'un bébé est autour de 3,5 kg. Il a peu varié quand même dans les dernières années. Mais 3,5 kg, 4 kg, bon, 4 kilos, on a de plus en plus d'histoires, de plus en plus de bébés qui naissent, de Bien femmes sûr. qui racontent que leur bébé dépassait les 4 kilos. On est quand même loin d'une dinde de 8 kilos pour manger à Noël, quoi. On est d'accord. Donc, il faut savoir que moi, sur la dernière écho du T3, j'avais un bébé qui était annoncé à terme à 4,9 kg. D'accord? Beau Donc, bébé. annoncé bon gros bébé. Moi, en vrai, ça me faisait beaucoup rire. Parce que, en fait, pour moi, ça voulait dire que c'était un bébé qui était solide. Ça voulait dire, et je le savais parce que je connais aussi mon corps et je connais le corps de mon conjoint. En fait, on est très osseux. Et moi, déjà, souvent, quand j'annonce mon poids, les gens ne veulent pas me croire. Ils me disent, oh, c'est ça, genre tu te grossis. Absolument pas. En fait, on est lourd parce qu'on a des squelettes. Donc, je savais qu'il avait hérité, en fait, de nos squelettes et qu'en fait, il avait des articulations et je le vois encore, il a toujours eu des genoux qui n'étaient pas, vraiment un genou hyper large. Des fois, je compare les jambes des autres enfants et ça me fait rire parce que je me dis, mais c'est pas possible. Il a vraiment les genoux d'un enfant, voilà, de 6 ans à peu près. Et en fait, moi, voilà, pour moi, c'était, on souriait beaucoup avec mon conjoint, on en riait beaucoup de cette situation parce que pour nous, c'était pas qu'il était en mauvaise santé, c'était pas qu'il y avait un problème, c'était voilà qu'il était solide, en bonne santé. Moi, j'avais ma grand-mère qui me disait c'est bien, il est costaud et donc elle m'envoyait des signaux très positifs. Donc je suis très proche de ma grand-mère. Donc pour moi, voilà, mais ma mère aussi, enfin parce que on était aussi habitués dans ma famille à faire naître des bébés, voilà, charpentés en fait. Et c'est ce mot moi que je préfère utiliser, un bébé charpenté. Et donc nous, on riait de la situation, on se disait mais est-ce qu'il va s'arrêter? Et surtout, on regardait aussi sa taille, on voyait qu'il était vraiment plutôt grand. Donc voilà, c'était nous, ça se Les passait bien. proportions étaient tout à fait normales Voilà, mais il avant ne l'accouchement faisait de ce bébé. pas voilà, 40 cm et quasiment 5 kilos. Mais on m'a quand même dit, voilà, on va refaire une autre échographie. Moi, j'étais ravie. Je me suis dit, une occasion de plus De de revoir voir ton mon bébé. bébé. Hein, enfin, voilà, clairement. Et à cette écho-là, on verra. On me dit juste, on verra. Moi, je m'en fous, je suis sûre, je vis ma grossesse. Et en plus, à ce moment-là, on te dit rien de plus que ça. On va juste non, faire un dernier contrôle on va et faire puis un on dernier avisera. contrôle et on verra, voilà, si peut-être il faut prendre certaines décisions. Mais on ne me parle pas forcément de déclenchement. Je D'accord. fais On ne cette te parle pas de dernière, quelles sont les options. non, on me fait cette dernière échographie 3 semaines avant la fameuse date de terme. Qui pareil, ça c'est un autre sujet, mais donc 3 semaines avant, on me fait cet écho et en fait, on se rend compte qu'il a encore grossi, qu'il a encore grandi, qu'il ne s'arrête Il a plus. encore poussé les murs. Voilà, pour la petite anecdote, donc cette échographe qui était quand même très sympa, même si elle était elle-même conditionnée toujours dans la le même truc, toujours la même vraiment, mais parce que je l'avais un peu rembarrée sur des trucs, mais à côté de ça, voilà, c'était quelqu'un de compétent, quoi. Et en fait, elle me dit, mais j'ai jamais vu ça. Et elle me dit vraiment, et je l'ai pas fait, mais parce que voilà, une histoire tellement complexe. Elle m'a dit vraiment, je veux que vous me disiez en fait combien il mesurait et combien il pesait à la naissance, parce que j'ai jamais vu un bébé aussi grand en fait. Il a vraiment c'est le fémur qui j'ai jamais vu ça. C'était une femme qui avait, elle avait 55 ans à peu près, et elle me dit vraiment, j'ai jamais vu un bébé comme ça. Quelques échographies auparavant. Ouais. Voilà, et c'est vrai que pour le coup, là, je commençais à me dire, ah ouais, putain. Moi, j'avais ce truc un peu, je me disais, bah merci, quoi, la bête de foire. Enfin, vraiment, ça me donnait cette sensation. Et en même temps, on était dans
et là, donc à cette échographie-là, elle me dit, bah, de toute façon, vous allez en parler avec l'hôpital et vous allez avoir un rendez-vous et vous allez discuter avec eux. Je me rends à ce rendez-vous et c'est là où en fait, bah, clairement, en fait, je me suis pris un peu une claque. Je m'y attendais pas. En fait, elle ouvre le dossier et eu un suivi. Alors, tu étais donc c'est au Bleuet où tu vas pour rendez-vous. Est-ce que tu avais déjà eu des rendez-vous là-bas ou non? Oui, j'avais eu des rendez-vous là-bas de suivi. J'avais eu 2 rendez-vous déjà là-bas et ma sage-femme était en ville. J'avais fait ma préparation à l'accouchement avec elle, etc. Machin. Préparation dans laquelle on n'a jamais parlé de déclenchement et où on m'a parlé pendant 2 minutes de césarienne. Par contre, on m'a bien parlé de changer des couches, de trucs en fait qui sont en réalité, j'ai envie de dire, faciles et innés, alors que le reste n'est pas forcément. Voilà, banal, exactement. Et donc j'arrive à ce rendez-vous qui était prévu donc par rapport à la macrosomie, donc c'était un rendez-vous supplémentaire, voilà, de prise de décision par rapport à la dernière échographie. Elle ouvre le dossier. On s'était déjà vu une fois, hein, et donc elle me dit bon alors du coup grossi pas grossi. Et je lui dis avant qu'elle ouvre, je lui dis ah bah grossi encore. Hein. Je lui dis de toute façon il va pas s'arrêter. Enfin moi j'étais très joviale entre guillemets par rapport à ça. Et là elle me dit bon bah en fait on n'a pas le choix, faut déclencher. Et là du coup on n'a pas le choix, faut déclencher. Donc en fait moi là tu es à 3 semaines du terme, c'est ça? J'étais à 3 semaines du terme et un déclenchement c'est 15 jours avant le terme. Donc, j'avais une semaine. Il faut déclencher dans une semaine. Voilà, dans une semaine, on déclenche quoi qu'il arrive. S'il vient avant, tant mieux. D'accord. Donc, bonne pression déjà. Donc, moi, je me suis stressée pendant une semaine parce que du coup, je me disais, je veux qu'il vienne par lui-même, jamais de la vie. Et en fait, surtout, j'ai pas eu le sentiment qu'on m'exposait des possibilités. J'ai eu la sensation, pendant ce rendez-vous, la personne était adorable, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas eu la sensation qu'elle m'exposait des possibilités. J'ai eu la sensation qu'elle disait, il est trop gros, il faut déclencher. Parce que si on attend, ça va être trop compliqué. En fait, on m'a fait comprendre que si j'attendais, je prenais des risques. Et est-ce qu'on t'a parlé de ces risques, justement? Tu prends des risques, quels sont-ils? Qu'est-ce qui pourrait se passer qui fâche si tu attends le terme? Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, à ce moment-là, en effet, j'ai dit oui, mais si je suis pas déclenchée, qu'est-ce qui va se passer? Donc elle m'avait dit, il va continuer de grossir, il va continuer de grandir, et du coup, vous risquez d'avoir un accouchement extrêmement compliqué, un accouchement très traumatique pour lui comme pour vous. Il y a un risque finalement, que il ne passe pas au niveau des épaules, parce qu'il est vraiment très grand, donc il risque de ne pas passer, du coup il peut rester bloqué, enfin il peut avoir beaucoup de complications. Et puis c'était aussi, en fait, c'est comme ça, il fait X poids, c'est la procédure, il faut déclencher. Donc on m'a exposé, en fait, le risque, c'était que, alors je vais pas le dire tout de suite parce que ça on me l'a dit plus tard. On m'a exposé, en fait, on m'a dit que c'était risqué que de ne pas opter pour le déclenchement. Et en fait, surtout, j'ai pas eu la sensation que vraiment, avec le recul, il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative. C'était le chemin à prendre. Il fallait que j'aille dans ce chemin-là. Donc en fait, alors que je pense que tu l'as senti dans ce que je dis depuis le début, je suis quelqu'un d'assez autoritaire même. Là, c'est comme si en fait tout s'était refermé et que c'était le seul chemin. Pourquoi aussi c'était le seul chemin? Parce qu'on jouait sur mes peurs de maman, de faire mal à mon bébé. Sûr. Donc du coup, c'était de se dire voilà, il faut que ça s'arrête entre guillemets, il faut que cette grossesse s'arrête et il faut qu'il vienne au monde parce que en fait, il a terminé de grandir. Ça suffit quoi. C'était vraiment stop. On a dit stop, il est trop grand, c'est le moment. On m'a renvoyée à la maison en me disant quand même parce que j'étais dans un hôpital physio. Donc, en me disant, faites tout votre possible pour plutôt accoucher naturellement. Donc, on m'a quand même alerté sur le fait que c'était un déclenchement, donc que c'était pas naturel, donc que mon projet de grossesse, grosso modo, il tombait à l'eau. Donc là, j'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait, on m'a dit clairement, c'est quasiment impossible d'être. Donc, pareil, on m'a mis dans un chemin. On m'a dit, c'est quasiment impossible d'être déclenché et de ne pas avoir recours à une péridurale.
Donc, du coup, je me suis dit, OK, j'oublie la péri. On m'a fait comprendre que j'allais être très monitorée à cause du déclenchement, donc que j'allais oublier d'aller dans l'eau. Alors qu'en réalité, en fait, on m'a fait beaucoup de monitoring dans l'eau pendant mon accouchement. Donc, c'était possible, mais on ne me l'a pas dit à ce moment-là. Donc, en fait, on m'a clairement dit d'oublier mon projet de naissance et plutôt de sauver la vie, entre guillemets, de mon bébé. Enfin, clairement, un peu comme ça. Donc, je suis rentrée donc tu es déjà. Alors, non vraiment... seulement tu es à l'opposé de ce que tu avais envisagé pour la naissance de ton enfant, mais en plus, tu rentres chez toi pleine de peur. Et en fait, là, tu es limite à te dire limite, la vie de mon enfant est en jeu, quoi. J'avais peur, j'ai énormément pleuré. Maintenant, je m'en souviens en rentrant, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. En fait, j'ai eu un sentiment vraiment, voilà, de perdre toute ma confiance, de perdre vraiment tout ce que j'avais bâti pendant plusieurs mois autour de cette grossesse. Je me suis sentie très petite fille, en fait, à ce moment-là, comme si je ne savais plus, alors que je m'étais sentie très femme pendant toute ma grossesse. Et en fait, du coup, j'avais une semaine. Vous avez une semaine. C'était vraiment le truc. J'avais une pour semaine. Faire naître votre bébé avant terme. Donc, 3 semaines avant terme. Donc, on vous pousse. Enfin, moi, on m'a poussé à donner naissance à un bébé qui 3 semaines avant. On me poussait, on me disait, faites tout pour qu'il naisse avant. Et en fait, c'était même une course contre la montre. Et en fait, je me disais, si on me pousse tellement à ce qu'ils viennent 3 semaines avant plutôt qu'en étant déclenché, c'est vraiment que le déclenchement, c'est pas génial, quoi. J'avais demandé déjà à ce moment-là comment allait se passer le déclenchement. On m'avait informé sur des différentes possibilités. On m'avait dit qu'en fait, on s'adaptait à là où j'en serais en fonction de mon col. Donc, c'est ça. J'avais eu des techniques exposées, mais ça restait très flou sur ce qui allait m'attendre. J'avais essayé de demander combien de temps prenait un déclenchement. J'avais pas eu de réponse. C'était très flou. Et je sais pourquoi maintenant. Parce qu'en fait, c'est très flou pour eux aussi. Parce qu'en réalité, ils essayent de faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire en réalité et qu'ils n'ont pas su faire avec moi. Et que le corps n'est pas forcément prêt à faire à ce moment-là. Alors, et puis moi, je suis une rebelle et mon corps, il est très rebelle. Et dans la suite de l'histoire, on va vite comprendre comment. Dans tes cellules. C'est ça, exactement. Donc voilà, je suis rentrée à la maison de ce rendez-vous dépité. Je savais que si je... Voilà, ça n'a pas été le cas. J'ai pas réussi, et je le dis encore, hein, j'ai pas réussi, mais alors qu'en fait c'est pas moi qui ai pas réussi, mais j'ai pas réussi à faire en sorte qu'il arrive 3 semaines avant, et donc je me suis retrouvée ce fameux samedi matin avec ma valise pour partir à l'hôpital pour être déclenchée, puisque voilà, c'est un peu comme quand on dépasse un certain nombre de jours, on doit aller à la maternité. Moi, c'était mon nombre de jours, c'était 15 jours avant. Je vais poser la question quand même si je pense savoir la réponse. À aucun moment, toi, tu envisages de ne pas y aller? À aucun moment, je n'envisage de ne pas y aller. Et ce qui est même encore plus drôle, c'est qu'à aucun moment, dans les jours qui ont suivi, j'ai pensé que j'avais le droit de renoncer à ce déclenchement. Alors qu'avec le recul, je me serais barrée, mais vraiment. Et je me demande ce qui s'est passé pour en fait que je reste figée dans cette situation. Je pense que c'est ce que tu as dit avant, c'est on te fait peur pour la vie de ton bébé. On te rend responsable du mal qu'on te prédit va arriver à ton bébé. Exactement. Et surtout, j'avais peut-être au fond de moi cette sensation que je m'étais persuadée, parce qu'on m'avait persuadée que c'était la bonne décision et que surtout, c'était plus simple que de faire ça plutôt que de ne pas le faire. En réalité, pareil, c'est faux. C'est absolument faux. Enfin, aujourd'hui, j'en suis persuadée. Pour mettre un petit peu de contexte là-dedans, les déclenchements pour macrosomie, alors il faut savoir que ça concerne environ 5% des bébés, il me semble. Et le risque, on va dire, parce que moi, il y a quelque chose, alors sans être sage-femme évidemment, hein, il y a quelque chose qui me paraît assez inconcevable d'imaginer que le corps de la femme puisse créer un bébé qu'elle n'est pas capable de mettre au monde. Exactement. Je trouve ça assez fou. Je trouve ça assez fou. Et alors le risque, ce qui fait
peur, on va dire, j'imagine, au corps Mm. médical, c'est pas tant le poids du bébé, c'est la La dystocie des détresse épaules. aussi, ouais. Et puis la détresse respiratoire qu'il peut y avoir parce que du coup, un bébé gros, l'effort demandé pendant l'accouchement peut le fatiguer au niveau du cœur. Moi, c'est une chose qu'on m'avait dit aussi par rapport D'accord. à Il son serait poids. moins en forme Il au serait niveau moins en cardiaque forme. parce qu'il est plus gros. Exactement. Parce qu'on Ok. on a déjà ce truc de un poids fort et c'est forcément l'obésité, la Surpoids. mauvaise santé, le surpoids, etc., etc. Donc il y avait aussi ce truc de effort conséquent pour lui que de sortir son corps. Mais c'est son corps en fait, donc bouger Ouais, son bien sûr. corps, c'est naturel, c'est un bébé. Enfin, il est même pas né, donc. Mais il y avait aussi, maintenant je me souviens, voilà, ce point d'alerte sur l'aspect du cœur. Et j'étais très surveillée du coup pendant tout le déclenchement pour vérifier si son cœur, parce que voilà, ça demandait. Alors le déclenchement en plus a tendance à fatiguer les bébés parce que on déclenche quelque chose qui n'est pas naturel, donc du coup c'est sollicitant pour eux, donc très contrôlé. Et aussi de son poids, voilà, on surveillait son cœur parce qu'on considérait que l'effort demandé était plus important pour lui. D'accord. Il était déjà bien conditionné, ce pauvre Exactement, chéri. mon pauvre Marcus. Ouais. Donc, du coup, je me retrouve à et partir avec ma valise pour être déclenchée, du coup, un samedi matin. tu arrives, j'imagine, de la meilleure humeur qui soit en te disant, je vais rencontrer mon bébé aujourd'hui. Exactement. C'est exactement ça. Je me suis dit, allez, ce soir, c'est plié. Pourquoi? Parce que ma mère m'avait dit du coup, la veille, m'a dit, tu sais, toi, tu es née par déclenchement. Je suis rentrée le matin et à 13h57, tu étais là. Donc, moi, je me suis dit, mais génial! Ça va très bien se passer. Rappelons que tu es un troisième bébé pour ta Un maman. troisième bébé, qu'elle avait la péridurale. Enfin, voilà. Donc, en effet, ma mère avait été, et en fait, elle avait omis, parce qu'elle avait oublié, hein, comme quoi, elle avait omis de me dire qu'en fait, elle n'était pas rentrée, elle avait été déclenchée la veille, mais qu'à l'époque, on posait des ballonnets et qu'on pouvait on renvoyait les femmes chez elles. Maintenant, ça n'existe plus. Ou en tout cas, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on ne le faisait plus parce que justement, ils voulaient monitorer le cœur du bébé parce qu'a priori, il y avait eu peut-être des déclenchements qui avaient trop sollicité le cœur du bébé. Quand la femme revenait, en fait, le bébé était en détresse, quoi. Donc, du coup, ils gardaient les femmes. Même si on m'a dit que parfois, voilà, on pouvait être envoyé à la maison. Moi, j'ai pas été renvoyée chez moi. Je suis du coup arrivée le samedi matin. Et le samedi matin, voilà, moi j'étais de très bonne humeur, hein, vraiment. Je me disais bon bah c'est comme ça, donc voyons le. Et si voilà, c'est la naissance de mon fils, donc c'est notre histoire et ça va bien se passer et je vais quand même battre pour mon projet. Je vais faire au mieux. S'il faut prendre la péri, c'est pas grave, mais je demande le péri-enlisement, etc. Je savais qu'au privé, je pouvais être accompagnée d'une manière quand même physiologique dans mon déclenchement. On m'a fait la fameuse Covid, prise de sang, machin, quand on arrive, parce que le Covid n'était pas encore complètement derrière nous, même s'il était bien. J'ai pas accouché avec un masque, des choses comme ça. Et en fait, du coup, premier contrôle, forcément, hein, là, il faut contrôler le col. Donc déjà, c'est une intervention très médicalisée. Hein, voilà, il faut voir où vous en êtes, etc. J'étais nulle part. Nulle part. Enfin, vraiment, j'étais à rien. C'est fermé. L'espoir, tu vois, que ça soit un peu dilaté et que du coup qu'on puisse me mettre directement la perfusion d'ocytocine qui permet de déclencher le travail. En fait, c'est une des méthodes. Et là, en fait, pas du tout. Donc on me dit, la sage-femme s'en va demander conseil au gynéco parce que c'est le gynéco qui prend ces décisions-là. Et donc le gynéco ne vient pas me voir. Hein. Il regarde mon dossier. Ah oui, d'accord. Voilà, il regarde mon dossier. Moi, je me suis rendu compte de tout ça après, parce que en traînant pendant 72 heures dans cet hôpital, j'ai fini par comprendre comment c'était organisé. Donc, regarde mon dossier, écoute la sage-femme qui dit, voilà, j'ai fait l'examen, elle est à temps, ou elle a rien, le col est effacé, pas effacé, enfin voilà, elle fait son bilan. Et elle donne un protocole. La gynéco a donné comme protocole de me poser, en fait, c'est ce qu'ils appellent un tampon. En fait, c'est un petit tissu, hein, c'est pas un tampon comme on peut l'imaginer, qui est imbibé d'un, je me rappelle plus le terme, tu l'as peut-être, je sais plus. Enfin voilà, il y a un terme. Non, la solution, oui, qu'ils mettent dessus. Voilà, non, je sais pas. Il y a un truc et du coup,
cette solution permettrait en fait d'aider le col à maturer. Voilà, le col à maturer. Donc, petit à petit, ça finit par déclencher des contractions. La pose de ce truc est franchement horrible parce qu'il faut le poser en fait derrière le col. Hein. C'est pas un tampon voilà. Donc, c'est une intervention qui est pas à l'entrée du col. Bah ouais, mais il faut manipuler le col et clairement, c'est pas agréable du tout. Donc déjà, moi, j'ai un très mauvais souvenir de cette pose. C'était douloureux. Enfin, grosso modo, comme s'il y en a qui ont déjà eu des stérilés de poser, comme la pose d'un stérilet. Même sensation. Vraiment, même sensation. Et donc, du coup, je me retrouve avec ce truc. On me dit, voilà, parfois, ça fait très vite. Parfois pas, mais tu sentais aussi un corps médical qui avait envie de me rassurer et pas de me dire bah vous en avez pour 10 jours, bon courage, vous allez connaître tout le monde, etc. Donc on me pose ça, on me met sous un premier monitoring et puis très rapidement on me dit bah vous allez monter là-haut dans les chambres, dans votre chambre et puis bah on va attendre et puis on va vous rappeler pour faire des monitorings et surveiller toutes les X heures, toutes les 4 heures à peu près que ça se passe bien et l'avancée. Ok, je remonte dans cette chambre, du coup je m'installe parce que j'avais pas trop mal pour l'instant, douleurs de règles. Des douleurs de règles classiques entre guillemets qui te mettent pas à plat, donc je pouvais marcher. J'installe mes petits trucs et puis je me dis donc là j'étais toute seule parce que mon conjoint travaillait ce matin-là et je lui avais dit mais vas-y de toute façon je sais que le matin il se passera rien donc viens pour midi et puis voilà. Et en fait je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, moi, il faut savoir que je suis une hyperactive. Hein. Et en fait, j'étais focus sur la naissance de mon bébé. Donc, par exemple, lire un bouquin, je ne pouvais pas, je n'avais pas l'espace mental pour ça. Ouais, et surtout, je m'étais dit, il faut que j'aide le travail à se faire. Donc, ballon, enfin, tout ce qu'on m'avait appris, tout ce que je savais, etc. Donc, je me mets vraiment en conditionnement comme si j'étais dans un pré-travail. Grosse erreur. J'ai cramé toute mon énergie. Je me suis mis en fait, voilà, pour moi j'étais en pré-travail et voilà, c'est pareil. Et en même temps, t'as pas été voilà ce que j'allais dire, t'as pas été accompagnée. J'étais toute seule. T'as pas dit. Non, j'étais toute seule, j'étais en chambre à côté de maman qui avait leur bébé, j'entendais les bébés pleurer très rapidement, ça s'est devenu extrêmement anxiogène pour moi parce que je me suis sentie moi privée de cette rencontre, enfin ça a été très compliqué, j'étais là-haut, les femmes accouchaient en bas, il fallait que je redescende tout en bas pour faire des monitoring, du coup je prenais l'ascenseur et puis j'arrivais là-bas, des fois je demandais à avoir une baignoire mais elle n'était pas toujours disponible, donc de temps en temps j'arrivais à m'incruster entre deux femmes qui accouchaient pour prendre un bain et essayer de me détendre parce que en vrai je m'emmerdais au possible. Et en fait on fait monitoring, ça avance c'était, je crois, en fin d'après-midi. Je demande de moi-même, je demande un contrôle. Je voulais savoir si j'avais un petit peu avancé, si ça faisait effet. Donc, voilà, elles ne me disent pas de souci. Rien. Mais rien du tout. Et donc là, on avait posé le tampon le matin. Ouais. Et l'après-midi, fin de journée, il s'est rien passé. C'était, je pense que c'était 18h. Elle me rassure, elle me dit c'est normal, c'est votre premier bébé, on a 15 jours. La plupart du temps, quand on déclenche, c'est des femmes qui sont à terme. Là, on demande au corps de faire quelque chose où en fait, il n'est pas encore. J'avais eu des mots très rassurants d'une fille qui était abonnée à mon compte aussi et qui m'avait dit vraiment, sois patiente. Et en fait, je sentais qu'il y avait un peu de vitesse quand même. Il y avait toute une partie du corps médical où je sentais qu'en fait, c'est pour elles étaient en phase. Enfin, je sentais que c'était pas vraiment normal d'être déclenché à ce moment-là, et un autre où c'était c'est comme ça et tout. Et en fait, on me disait beaucoup, il va venir ton bébé, mais là, tu te rends compte, tu as 15 jours avant terme. Voilà, ça, c'est des techniques qu'on utilise sur des femmes qui ont dépassé le terme. Donc, ton col, il n'est pas prêt, c'est normal, il faut être patiente, etc. Machin. Et en fait, il n'y a pas de technique justement à utiliser dans ces cas-là où tu déclenches avant terme. Non, ils ont 3, donc moi j'ai eu droit à tout. Et en fait, voilà, c'est le total. Moi j'ai tout eu. C'est vrai que le déclenchement est, comme tu l'as dit, c'est que c'est très peu, on est très peu de femmes à être déclenchées pour une macrosomie. Et en fait, le déclenchement est souvent plutôt réservé à des femmes qui ont dépassé le terme, mais le col, il est normalement arrivé à maturité. Et en fait, je me souviens, donc la nuit se passe et là, il y a deux choses. Est-ce que quand même ce samedi-là, tu parles de douleurs de règles, est-ce que tu as des contractions quand même ou non, rien du tout? Pas de contractions. J'ai des douleurs de règles qui s'intensifient au fur et à mesure. Voilà.
qui deviennent de plus en plus fortes, mais pas de contractions à proprement parler, des douleurs de règles. En fin de journée, là, ça s'intensifie un peu plus. Je ne parlerai toujours pas de contraction. En réalité, j'ai pas vraiment expérimenté, moi, la contraction pendant mon accouchement à un moment, vers la fin, mais je ne l'ai pas vraiment expérimenté. C'était des douleurs qui étaient fortes, mais en fait, je peux pas voir un déclenchement. Là où j'en étais, c'est quelque chose, en fait, c'est un monde qui n'existe pas normalement dans le corps de la femme, en fait. Comme moi, je l'analyse, c'est pas censé se passer, donc du coup, je peux pas mettre de mots sur. C'est à la fois entre une douleur de règle très forte et comme une forme de mini-contraction, mais en fait, ça n'existe pas puisque normalement, le corps, il n'est pas fait pour avoir ça, en fait. Donc, il ne répond pas de la manière dont... Oui, ce n'est pas une contraction naturelle que tu as dans un accouchement qui se déclenche par lui-même. Je pourrais parler de petits spasmes, mais pas de contraction. Et en fait, en fin de journée, là, les douleurs sont devenues quand même beaucoup plus importante. Donc, du coup, moi, je me suis dit, douleur plus importante, ça veut dire que ça avance. Donc, en vrai, j'étais quand même dans un bon mood. Sauf que fin de journée, je me retrouve toute seule. Là, mon compagnon, il ne pouvait pas rester la nuit. Il pouvait rester, en fait, quand le bébé était né. Il n'était pas autorisé à rester la nuit? Il n'était pas autorisé à rester la nuit du moment que le bébé n'était pas né. Le conjoint pouvait rester, mais là, pour l'instant, je n'étais pas considérée comme en pré-travail. Donc, je n'avais pas à avoir d'accompagnant. Donc, j'étais seule. J'étais complètement seule. Et il faut le dire, j'avais personne avec moi parce que les sages-femmes, je les comprends. Déjà, elles sont pas nombreuses, donc elles s'occupent en fait des femmes qui sont en train d'accoucher. Donc moi, je déambulais et je parlais avec les hommes de ménage, quoi. Et en fait, je me souviens faire des tours et des tours Du coup, je marchais parce que je me faisais et c'était le seul truc qui me faisait du bien, c'était de marcher. Donc je faisais plein de tours et de temps en temps, je descendais prendre un bain. Et tu as aussi en tête, j'imagine, que continuer à rester mobile aide l'accouchement le ballon, je faisais à avancer, tout, voilà, je faisais tout ce que je savais pour. Le bain aussi m'aidait à me relâcher. Je savais qu'en me détendant, ça allait potentiellement aider. Je visualisais beaucoup mon bébé. Enfin, j'étais vraiment dans un mood de pré-travail, en fait. Et je devais descendre toutes les 4 heures, de toute façon, faire un monitoring. Je faisais des monitorings dans l'eau, ça c'était chouette. Et j'ai un moment un peu hors du temps, assez drôle, où j'ai eu cette sensation, où j'ai cru un peu partir et je me suis dit, ça y est, je rentre dans ce fameux monde, entre guillemets. Non, j'étais juste fatiguée parce qu'il faut dire que je n'ai pas dormi en fait pendant 72 heures. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, enfin de la vie, de tout le temps pendant 72 heures. Et en fait, du coup, cette première nuit se passe. Donc là, je rentre en fait dans un tunnel où le jour n'existe plus, la nuit n'existe plus. Je ne sais plus quelle heure il est, je ne sais pas quel temps il fait dehors. C'est que tu n'arrives pas à te reposer. C'est les douleurs que tu ressens. Les douleurs m'empêchent de me reposer et mon mental n'est pas là, je ne peux pas dormir et surtout, je ne suis pas bien allongée, je me sens mal allongée, je me sens bien uniquement debout. Je me sens bien en marchant, donc je marchais. J'ai marché, mais j'avais pas mon. Si, je pense que je devais avoir quand même mon téléphone parce que j'écoutais beaucoup de musique. Mais je suis curieuse de savoir combien j'ai fait de pas et ce couloir. Mais vraiment, en y repensant, c'est très vaporeux et une forme de rêve, mais un rêve cauchemar. Oui, de rêve. Et en fait, le matin arrive, mon mec arrive, du coup, les visites, c'est vraiment bonjour, voici les croissants, parce que voilà, et moi j'ai passé une nuit seule, sans dormir, sans fermer l'œil de la nuit. Mais vraiment, je n'ai pas fermé l'œil, je n'ai pas lu, je n'ai pas regardé de film, je pouvais pas, je n'ai rien fait. Enfin, voilà. Il arrive le lendemain, je perds le fameux tampon. Et voilà, je vais aux toilettes faire pipi, il tombe. Et on m'avait dit quand il tombe, c'est que le col, en fait, a dilaté. Commence à s'ouvrir. C'est un super bon signe. Donc, je suis trop contente. Mon mec arrive, du coup, je mange son croissant parce que forcément, j'ai le droit de manger quand même. Mais voilà. Donc, je mange son croissant. Oui, parce que tu n'es pas en travail. Je suis pas en travail, donc je mange, machin, et je lui dis trop bien, il est tombé, donc ça veut dire que voilà, je vais pouvoir avoir la fameuse perfusion d'ocytocine. On attend la perfusion d'ocytocine, alors que c'était le truc que je ne voulais pas avoir, mais là, je l'attendais comme le Saint Graal. Et donc, du coup, donc ça, on était dimanche matin, et du coup, j'attends qu'on m'appelle pour descendre, faire mon petit contrôle, et donc moi, j'étais très contente d'annoncer que j'avais perdu le tampon, donc la sage-femme me dit super, c'est bon signe, je vous examine si vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Examinez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi combien j'en suis. Évidemment.
Et j'étais à rien. Ça n'avait pas bougé du tout. Donc là, douche froide, vraiment, Douche froide. où je me dis, en fait, je viens de faire 24 heures de néant. J'aurais pu être chez moi, je serais au même point. Faut savoir qu'il y a un parc dans cet hôpital. Il faut savoir qu'il y a la rue. À aucun moment, je suis sortie. Je me suis jamais sentie, en fait, autorisée à quitter l'enceinte de l'hôpital. Mais parce qu'aussi, à aucun moment, on m'a dit, vous savez, vous pouvez sortir et aller boire un café à la terrasse. Hein. J'ai jamais pris ce droit-là. J'aurais dû le prendre parce que je serais sortie de ce truc infernal, en fait. Et j'ai jamais pris ce droit et je suis restée dans mon truc là de torture, hein, littéralement. Je suis restée dans ce truc de victimisation. Hein. Je me suis victimisée dans ce truc, hein, vraiment, littéralement. Et je n'ai jamais pris je me suis jamais dit, tiens, je pourrais sortir, quoi. Je suis restée dans ce tunnel infernal. Parce que beaucoup de choses passent en même temps pour toi. Là, grosse déception, et puis tu es aussi persuadée que voilà, que on te déclenche, ça veut dire que le travail va commencer. Exactement, donc tu es dans un mood, tu vas pas faire les soldes, quoi. Ouais. Alors que, clairement, c'est ça. Alors que j'aurais pu prendre mon téléphone, appeler une copine et lui dire, j'étais comme bloquée, figée, je ne pouvais rien faire, je n'arrivais pas. J'étais vraiment bloquée. Et donc là, je pense que cette association dans ton esprit, on te déclenche travail, accouchement, bébé. C'est ça, exactement. Et là, déjà, il s'était passé 24 heures. Je trouvais ça déjà super long, quoi. Et en fait, là, donc moi, grosse déception. J'avoue, à ce moment-là, au moment du contrôle, je me mets à pleurer. Et la sage-femme me dit, mais vous savez, c'est normal. Donc, très rassurante. Toujours des gens très, très bienveillants. Vraiment, je tiens à me souligner. Donc là, elle me dit, bon, bah, je reviens. Je vais voir le gynéco, enfin la gynéco. C'était pas la même gynéco que la veille, parce qu'on était dimanche. Du coup, c'était la gynéco de garde. Et en fait, la gynéco de garde, au lieu de me reposer un tampon, chose qu'elle aurait dû faire, l'autre gynéco me l'a dit après, elle a voulu tester autre chose avec moi et elle a voulu me donner un médicament qui est une autre technique qui est très récente pour déclencher. C'est un peu un médicament que tu prends, donc il n'y a pas la pause. Alors sur le coup, je me suis dit, ah cool, au moins je vais pas me retaper à me faire poser ce truc parce que j'avais douillé, donc j'ai pas trop envie. Donc on me dit, voilà, médicaments, vous allez en prendre toutes les, je sais plus, 3 heures, je sais plus, 9, enfin vraiment, je sais plus du tout, mais oui, je crois que souvent. Toutes les 3 ou 4 heures. Voilà, je crois que c'est toutes les 3 heures. Ok, bon, je prends mon truc. Avec le recul, c'est comme si je mangeais des Smarties, hein, parce que vraiment, je ne sentais strictement rien, mais vraiment rien du tout. Et donc, je prends ces trucs et on me dit, bah, on attend. Donc, retournez dans votre chambre et puis là, on va pas refaire de monito parce que bon, bah, il a l'air d'être en forme et bon. On me dit que on fera moins de monitos. Donc, en plus, encore, les monitos, moi, j'aimais bien, en vrai, parce que j'écoutais le cœur de mon bébé et du coup, je rentrais un peu dans ma bulle et je sais pas, il y avait quelque chose d'assez oui, tu avais un temps de connexion vraiment où voilà. Ça s'apparentait à un accouchement qui est approche, quoi. C'est ça. Et faut se dire, moi, je suis formée à l'auto-hypnose et pareil, à aucun moment, j'ai réussi à vraiment me mettre dans un mood. J'étais pas bien et j'étais pas dans mon état normal. Et donc, le dimanche se passe, je fais rien. Je sais même pas comment j'occupais franchement mes journées. Je pense que je marchais. Mon conjoint était quand même pas mal resté avec moi, mais au bout d'un moment, en fait, je lui dis, mais franchement, va-t'en parce que vraiment, ça me désespérait en fait de le voir là. Enfin, vraiment, il se passait rien. Donc, je préférais le renvoyer, qu'il revienne avec un repas, quelque chose pour me distraire entre guillemets. À un moment, j'avais essayé de mettre un film le dimanche. Je me souviens, impossible parce que j'avais mal quand même. Et du coup, on va dire que c'était crescendo, mais c'était très mental en fait. C'était pas que j'avais de plus en plus mal, c'est que j'étais de plus en plus fatiguée. Et donc, quand on est fatigué, la douleur, elle est moins supportable. En fait, j'avais vraiment des douleurs, des spasmes, pas contractés, mais une contraction de règles. Là, on était sur voilà c'était douloureux, supportable mais douloureux. Mais j'étais surtout très fatiguée puisque je n'avais pas dormi la veille. Et la nuit du dimanche, voilà, se passe. Le fameux tunnel que j'appréhendais énormément, en fait, je l'avais vécu une fois et donc je savais que j'étais très stressée à l'idée de repasser une nuit seule. Je me souviens avoir de nouveau beaucoup pleuré parce que quand mon chéri était parti, parce que j'appréhendais énormément cette nuit-là. Et en fait, surtout, je savais, enfin, je me disais, en fait, je sentais que ça ne servait à rien ce qui se passait.
je sentais que ce que je prenais ne servait strictement à rien. Donc, je savais qu'en fait, il se passait rien. Et en fait, c'est là, à ce moment-là, où je me dis, mais pourquoi t'as pas fait le choix, en fait, de dire, bah, je m'en vais, ciao, je vous signe une décharge, je rentre chez moi, quoi, parce que il se passait rien. Mais je suis restée. Avec le recul de ton histoire, en sachant comment ça s'est passé aujourd'hui, évidemment, tu te dis: «J'aurais dû faire ça», mais Bah, bien sûr, ouais. sur le moment, tu es toujours, Bah, à t'es dans le attendre truc, cet quoi. accouchement, qui Ouais. n'arrive pas et toujours avec, cette, épée de Damoclès au-dessus de ta tête de: «Il va arriver quelque chose à ton bébé s'il reste 2 semaines de plus dans ton ventre». Ça, et puis tu sais, c'est comme quand tu es au supermarché et qu'il y a 2 files, tu es dans la file de droite et tu vois la file de gauche, tu te dis putain, faudrait peut-être que t'ailles dans la file de gauche, mais en même temps, tu restes dans la droite et tu dis ouais, mais si j'y vais, etc. Donc là, c'était un peu la même chose, c'est de dire ouais, mais si ça se trouve, en fait, ça va se déclencher là d'un coup. Enfin, donc c'était un peu le truc qui fige, tu vois. Donc bon, la nuit se passe, une nuit de nouveau horrible, vraiment à marcher. J'avais mal et je ne dors pas de nouveau. Donc 2e nuit sans dormir et vraiment, je n'exagère pas, je n'ai pas fermé l'œil une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où j'ai fait une micro-sieste. Jamais je n'ai réussi à dormir. Je pouvais pas, je pouvais pas m'allonger. En fait, je n'étais jamais allongée. Donc, je suis même restée debout pendant, là, on en était du coup quasiment à 48 heures. Donc, voilà, cette nuit se passe et donc le matin, je me souviens, mon chéri arrive et là, je fonds en larmes et je lui dis, j'en peux plus. Ça fait 48 heures, je ne dors pas. Je veux voir mon bébé. Et là, j'étais dans mon truc, j'entendais tous les bébés pleurer, je voyais les mamans, machin. C'était horrible. Et en fait, vous voyez, surtout pas beaucoup de monde en vrai. Donc, j'entendais, mais je croyais pas vraiment, vraiment un film, hein, quoi, un truc. Et en fait, je disais, moi, j'ai pas le droit. Enfin, vraiment, j'étais dans un mood un peu vraiment dark et tout. Et là, je redescends et donc du coup, bah, à chaque fois, j'avais des sages-femmes différentes, hein, faut le dire, hein, je les ai toutes rencontrées. Et là, ce matin-là, après avoir pleuré comme une dingue dehors, là, je m'étais dit, oh, je peux sortir, donc j'avais pris un peu l'air. Quand même. Mon mec m'avait dit, mais viens dehors un peu, ça va te faire du bien. Et donc j'avais pleuré. Je descends et donc là, sage-femme qui m'a accompagnée jusqu'à la fin. Gros coup de cœur dès le début. Elle m'examine. J'ai peut-être eu un coup de cœur parce qu'elle m'a dit quelque chose qui m'a plu. Elle m'examine, elle me dit bon, c'est pas encore ça, mais je pense que c'est suffisant pour la perfusion d'ocytocine. Et donc là, c'est vraiment le super parce que du coup, je sais qu'avec la perfusion d'ocytocine, là, il va se passer quelque chose. D'ici la fin de journée, j'aurai mon bébé. Et elle me l'a même dit. Elle me dit quoi qu'il arrive d'ici la fin de donc journée. Donc là, on est lundi. On est lundi. On est lundi matin et du coup, elle dit à mon conjoint bosser, enfin, il est chef d'entreprise et du coup, elle lui dit, bah, allez faire vos rendez-vous. Là, on va devoir mettre des choses en place. Ça va prendre un moment. Et par contre, à 11h, vous êtes de retour parce que là, les choses sérieuses vont commencer. Elle va avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous aussi. Vraiment, on forme une team, vraiment quelqu'un de super. On parle de Gasquet, elle est hyper physio. Enfin, elle me dit, on va y arriver, on va porter ce projet, même si elle est ocytocine, on va le faire sans péril. Vraiment, hyper avec moi, donc je me sens bien, je me sens rassurée, je me dis ça y est, la rencontre va venir et ça va se faire. Donc je reprends espoir et je me sens de nouveau bien. Elle m'installe tous mes trucs, j'avais de l'homéopathie, voilà, elle me dit on installe tout comme ça, on sait, on met le truc. Vraiment, elle me drive, elle me prend en main, elle me materne, voilà. Et là, enfin, il y a quelqu'un qui est là pour toi, quoi. Et là, il y a quelqu'un donc c'est vraiment le truc de, je me raccroche aussi énormément à elle, quoi. Donc, elle demande la validation de la gynéco qui, au passage, fait un petit retour en disant, par contre, pourquoi elle n'a pas eu un 2e tampon et pourquoi on lui a filé ce truc-là, ce médicament? Ah, bah oui, c'est le gynéco de garde qui lui avait donné ce protocole-là. J'avais dit qu'il fallait faire ça. Enfin, voilà, le truc un peu relou. Enfin, moi, j'entends, en fait, à chaque fois, parce que je n'étais pas bien loin de la salle, etc. Et donc là, on me pose la perfusion d'ocytocine. Elle me dit, ça va prendre du temps quand même, faut être patient, mais ça va commencer petit à petit à déclencher des contractions, etc. Donc on y va doucement, on augmentera petit à petit les doses. Enfin, elle savait ce qu'elle faisait, j'avais confiance en elle. Elle me demande de m'allonger, elle me dit, je ne veux plus vous bouger, vous êtes épuisé, donc reprenez des forces, allongez-vous là pendant les 3 heures à venir, chose que je fais. Je me pose, je ne dors pas, mais je me pose.
Ça me fait du bien. Et en fait, donc la perfusion d'ocytocine, hein, l'ocytocine est une hormone qui normalement est naturellement présente hein, lors de l'accouchement. Le fait d'injecter dans le corps, déclenche en fait l'accouchement. Mais on peut le faire que si le col est un peu effacé, s'il y a une petite dilatation. Moi, pour dire, j'étais pas dilatée à 1 à ce moment-là, hein, j'étais à 0,5. Mais je rentrais dans les critères, donc j'avais le droit. Donc mais du coup, il fallait y aller crescendo avec moi parce que j'étais pas à terme une fois de plus et j'étais pas encore beaucoup dilatée. Donc, on aurait pu y aller plus fort, mettre un peu plus si j'avais été dilatée à 3, par exemple. Donc, on prend notre temps. Et puis au bout d'un moment, je lui dis quand même, hein, moi, je voudrais aller dans l'eau. J'étais en bouche, moi, je voudrais aller dans l'eau. Moi, elle me dit, ouais. Elle me dit, promis, on ira. Mais là, pour l'instant, je veux qu'on y aille par étapes. Et elle me dit, grille pas toutes tes cartouches, garde fort, reste allongée. Elle était de très bons conseils, vraiment. À ce moment-là, mon conjoint revient et là, je commençais à avoir un pré-travail, vraiment des formes de contraction, des petites contractions. Je voyais mon ventre qui se soulevait, donc il se passait des choses, mais c'était léger. Mais j'étais surtout très fatiguée. C'était surtout la fatigue qui était mon pire ennemi à ce moment-là. Mon conjoint lui montre comment m'aider, me soulager, etc. Donc voilà, en fait, elle le prend en main. Elle me dit, voilà, tu fais ça. En fait, elle lui a pas dit, vous voulez faire quoi? Enfin, elle lui a dit, vous faites ça, quoi. Donc ça a été très bien pour lui aussi, très bénéfique. Elle a besoin de toi, faut y aller. Et en fait, au bout d'un moment, il s'était passé 4 heures à peu près. Elle me dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que je refasse un contrôle pour que je vois où on en est? Et je lui dis, ouais, oui, enfin, clairement, oui, allez-y. En plus, oui, évidemment, très douce, etc. C'est qu'on te dise, bien sûr, ça avance, quoi. Voilà. Donc, contrôle, et je n'avais pas bougé. Pas du tout. Donc là, redéception énorme. Elle me dit, pareil, putain, mais là, après, et là, on continue à te dire, c'est normal? Là, on continue de me dire c'est normal parce qu'en fait, je suis pas à terme. Donc, on me dit clairement que c'est compliqué de déclencher quand on n'est pas à terme et qu'on me fait comprendre qu'on ne sait pas forcément s'y prendre en fait. Et là, elle me dit je reviens. Donc, de nouveau, elle doit aller voir la gynéco et elle expose en fait parce qu'elles ne peuvent pas prendre. En fait, c'est médicalisé, donc elles n'ont pas le droit de prendre ces décisions toutes seules. En tout cas, là-bas, il fallait qu'elle aille demander l'avis de la gynéco. Et en fait, voilà, le problème, c'est qu'on m'avait mis de l'ocytocine. En fait, j'étais rentrée dans le tunnel. Donc là, il fallait qu'on aille jusqu'au bout d'une certaine manière. Et oui, là, pour le coup, l'issue possible, c'était un accouchement. Voilà, on ne pouvait pas rentrer à la maison et dire, oh, j'en ai marre. J'ai été dilatée. Et puis, même si c'était 0,5, j'étais dilatée, le col était effacé. Et surtout, j'avais de l'ocytocine qui m'était injectée. Donc j'étais dans le tunnel. Et donc là, elle revient, elle me dit, OK, on va percer la poche des os. J'ai tout eu, moi, la totale. On va percer la poche des os parce que la poche des os, souvent. Et alors, attends, là, t'es toujours dilatée à genre 0,5. 0,5. Et on te dit, on va percer la poche des os. On va percer la poche des os à 0,5 parce que souvent, ça peut vraiment accélérer. Là, ça fait, c'était début d'après-midi. Je pense, à ce moment-là, il devait être 15 heures à peu près. Là, ça commence à être vraiment long. Vous êtes rentré samedi matin à 9 heures. Là, il faut qu'on fasse des choses. On n'a pas vraiment le choix. Donc, est-ce que vous êtes OK pour qu'on vous perce la poche des os? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Non. Je vais rester avec ma ocytocine à 0,5 et doubler ma vie parce que j'avais mal à ce moment-là. Mais voilà, une fois de plus, pas des douleurs d'un accouchement classique que j'ai pas pu expérimenter, mais je sais que c'est pas des douleurs d'un pré-travail classique parce que c'était pas un pré-travail classique. Donc, on peut pas comparer deux choses qui se comparent pas en réalité. Et donc là, elle me dit... donc, on va percer, vous êtes OK? Oui, OK. Donc, là, à ce moment-là, je dis à mon conjoint de sortir, je préfère que tu ne sois pas là quand tu perces la poche des os. Je sais qu'il est un petit peu facilement. Puis à ce moment-là, j'avais pas envie, j'avais besoin d'être qu'avec elle, j'avais besoin d'être avec ma sage-femme, etc. Donc, je sors et puis tu reviendras après, va chercher, je sais plus, je lui envoie chercher un truc pour moi et voilà. Elle me perce la poche des os. Et là, très rapidement, je sens qu'en effet, il se passe un truc où vraiment, je switch de milieu.
sans péri, j'avais pas de péri. Donc, je sens qu'il se passe un truc, j'ai un changement de mood, un changement d'énergie où là, vraiment, je me dis, ouais, là, je sens que je rentre dans, je sens des vagues, vraiment des vagues. Tu vois, je sens des vagues. Et là, je lui dis, par contre, vous me l'aviez promis, il faut vraiment que j'aille dans l'eau maintenant, là, parce que je veux aller dans l'eau. Donc, elle me dit, promis, j'avais promis, on y va maintenant. Maintenant que la poche, je pense qu'elle savait qu'elle allait devoir percer la poche. Et du coup, c'était plus simple d'attendre plutôt que de me mettre dans l'eau, me ressortir, etc. Donc, je pense qu'elle savait et qu'elle s'est dit, je vais la mettre dans sa baignoire après, et comme ça va être plus smooth, entre guillemets. Elle avait tout à fait raison, hein. Elle a pris que des bonnes décisions, toujours que des bonnes décisions pour moi. Et donc, elle me met là-dedans. Et en fait, rapidement, les douleurs deviennent vraiment, vraiment insupportables. Mais en fait, moi, je suis ailleurs. Je suis pas là du tout. Je suis pas vraiment connectée à mon corps. Je suis deux personnes, en fait, un corps qui appartient à un corps médical et moi qui ressent des choses. Et en fait, du coup, dans l'eau, ça m'aide un petit peu, mais très rapidement, en fait, je me dis, ça fait beaucoup. Elle me dit, c'est normal, vous avez de l'ocytocine, on vous a percé la poche des os, vous n'avez pas de péridurale, vous n'avez pas dormi depuis 3 jours, c'est normal. Donc, option, je vous donne les gaz, tu sais, les masques, les gaz hilarants. Donc, en effet, je le prends, ça me fait beaucoup de bien. Et en fait, je pars dans un bad trip, le bad trip du gaz hilarant. En fait, je le prends et c'était génial. Enfin, vraiment, le gaz hilarant et tout, je sens des contractions, mais ça devient pas douloureux. C'est comme si j'étais dans du coton. Enfin, vraiment un truc vraiment qui rendait les choses pas désagréable, pas agréable non plus, un entre-deux, etc. On rigole à ce moment-là avec mon mec qui était assis sur un tabouret à côté de moi de la baignoire. Genre, je dis, vas-y, prends-en si tu veux. Enfin, vraiment, on rigole, on était dans un bon état d'esprit et je sentais que les choses allaient venir, etc. Et en fait, ça devenait très, très douloureux. Et en fait, il y a un moment, la douleur, elle est tellement devenue énorme avec la fatigue en plus. Je me suis auto-persuadée que j'étais en train d'accoucher. Et en fait, je me souviens de dire à la sage-femme, en fait, là, il arrive, et il arrive. Je me souviens lui dire ça. Je me souviens, elle me regarde et qu'en fait, elle part et elle va chercher. Et là, je vois genre 3 sages-femmes arriver. Et après, elle m'a raconté, elle me dit, en fait, vous étiez tellement dans un mood. Elle me dit, j'ai vraiment cru que oui, il était là. Et elle dit, ça arrive des fois d'un coup un col qui s'ouvre. Elle me dit, ça ne m'aurait pas étonné qu'on passe de 0,5 il s'est passé 1h30, 2 heures, hein, depuis le moment où on m'avait percé la poche des os, faut quand même le dire. Mais elle dit, voilà, c'était cohérent en fait, et surtout je voyais dans votre regard que, voilà, c'était cohérent. Ouais, toi, tu étais persuadée que c'était ce qui se passait. Moi, j'étais persuadée, donc je l'ai auto-persuadée. On a fait de la persuasion, tu vois. Et donc vraiment, je sentais entre mes jambes la tête de mon bébé. Et donc là, j'étais pas dans une baignoire d'accouchement, hein. J'étais dans une baignoire, j'étais pas encore en salle nature, donc j'étais dans une baignoire de salle de bain, quoi, en fait, hein. Donc elle rentre dedans pour voir ce qui se passe, parce qu'en fait, j'étais dans l'eau, avec les gazillants, je pouvais plus monter, c'était catastrophique. Elle rentre, elle m'examine. Et là, en fait, je sais que quand elle enlève sa main, je sais qu'en fait, il s'est passé strictement rien. Je sais que je suis encore à 0,5. Et en fait, là, il y a un masque qui tombe et je me mets à hurler. Mais vraiment, mon mec, il a pris, il est parti. Enfin, on avait un code ensemble où je voulais respecter aussi, lui, son état émotionnel, entre guillemets. Oui, et s'il sentait qu'à ce moment-là, j'avais quelqu'un de confiance avec moi, il pouvait... et là, il part parce qu'en fait, j'ai hurlé, mais à la mort. Mais en fait, j'ai hurlé à la mort d'énervement, de colère, de frustration, de fatigue, de douleur, d'incompréhension de tout ça. Donc, j'ai crié très, 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 très fort, il faut le dire. Et donc, elle me sort
Et donc, elle me dit, je pense que vous avez compris qu'en fait, ça n'a pas bougé. Je reprends un peu mes esprits, je me calme, etc. après cet épisode. Et là, je lui dis, ouais, je sais. Et elle me dit, je pense que là, il faut prendre une péridurale, vous supportez plus la douleur. Et elle me dit, c'est normal, c'est pas vous qui faites quelque chose de mal, c'est inhumain, en fait, ce que là, vous êtes en train d'infliger à votre corps, parce que ça fait 72 heures, vous êtes, vous n'avez pas dormi ça fait, ça faisait 60 heures que j'avais pas dormi. On vous a tout mis le possible. Enfin, elle était pas trop le mot déclenchement, c'était pas son truc, quoi. On le voyait, elle dit. Donc là, en fait, il faut que vous puissiez vous reposer et prenez et en fait, même moi, je lui ai dit, il faudrait peut-être que je prenne la péridurale, dormez, et puis on va y arriver. Et elle m'a dit, on va y arriver. Vraiment, on va y arriver. On va faire naître ce bébé. Ça va prendre du temps. Donc prenez la péri parce qu'il faut que vous dormiez. Je prends son conseil, vraiment. Au passage, anesthésiste insupportable qui vient, qui me genre ne bougez pas. Oui, je fais de mon mieux. En fait, je suis épuisée, donc pas vraiment. Donc petit passage vraiment désagréable. Là, m'en fous de la douleur. J'avais tellement mal, j'ai rien senti. Mais c'était le rapport de la personne qui était pas très agréable versus cette sage-femme qui était vraiment accompagnante, maternante. Et en fait, à ce moment-là, on me pose la péri. Vraiment, je me dis. Je m'allonge et en plus, je vois que les contractions petit à petit, on voit qu'on rentre dans un rythme. Donc, voilà. Et là, je me dis, OK, je vais fermer les yeux. Je vais dormir pendant 2 heures. Quand je vais me réveiller, j'aurai repris des forces et on va pouvoir continuer. Et la sage-femme me dit, à ce moment-là, je vous lâcherai pas. Je partirai pas du moment que le bébé sera pas né. Il y aura personne d'autre qui viendra. Ce sera moi et uniquement moi. Donc là, en plus, tu te sens vraiment pris en charge, etc. Et donc, elle s'engage par rapport à toi, même avec au-delà de... parce que j'imagine qu'elle allait pas tarder aussi à arriver à la fin de sa garde. Elle allait arriver à la fin de sa... Elle était en fin de garde, mais elle est restée. Et en fait, à ce moment-là, je me rappelle commencer à m'allonger, à dire à mon mec, ça me fait du bien, là, je sens, je vais reprendre des forces. Et je me vois un peu fermer les yeux. Et là, j'entends, est-ce qu'on peut vous parler 2 minutes? Du coup, je réouvre les yeux. Là, t'as toujours dormi 0. Et là, la gynéco est là. Et donc là, tu sais que quand il y a la gynéco, ça va pas. Au bout de 3 jours, tu la vois. Au bout de 3 jours, je la vois. Donc, bonjour, je suis la gynéco. Bonjour, je suis ravie. Vous êtes la fameuse qui est là depuis 3 jours. Oui, c'est moi. OK. Et donc là, elle est très directe. Elle me dit, je vais pas y aller par 4 chemins. Ça fait 3 jours que vous êtes ici. On n'arrive pas à vous déclencher. Il y a rien. Enfin, elle me dit pas, on n'arrive pas. Jamais elle dit, on n'y arrive pas. Elle dit, rien ne se passe. Le déclenchement ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Et surtout, je pense que votre bébé est encore plus gros que ce qui est annoncé. Et aussi, je pense que vous faites du diabète gestationnel. Et là, vraiment, je dis, encore cette histoire, vraiment dans ma tête, j'étais là, je ne l'ai pas dit, mais si, j'ai quand même dit, je ne fais pas de diabète gestationnel, j'ai fait le test du diabète gestationnel, je ne fais pas de diabète, je l'ai répété plusieurs fois, je n'en fais pas. Elle me dit, oui, mais moi, je pense quand même que le bébé est beaucoup plus gros que ce qui est annoncé. Je pense que déjà, là, il est déjà à 5 kilos. Elle me dit comme ça. OK. Donc là, tu dis pourquoi? Enfin, clairement, voilà. Le sang du vent me dit, il y a une mouche qui est passée 2 fois, donc du coup, voilà. Et donc, elle me dit, donc, je pense qu'il faut faire une césarienne. OK. Alors là, moi, j'avais pas du tout imaginé une seconde devoir faire une césarienne. Et surtout, on m'avait parlé 2 minutes, pour rappel, de ce qu'était la césarienne. Donc, je savais qu'on allait m'ouvrir le ventre. La péri, on vient de te poser la péri pour aller au bout de cet accouchement, quoi. Exactement. Et surtout, j'étais dans un mood de nouveau, allez, on va y arriver parce que j'étais avec la bonne personne. J'avais la sage-femme. Et donc, elle me dit, il faut faire une césarienne. Et là, je lui dis, OK, mais si j'en fais pas, à un moment, il y a un petit éveil quand même. Mais si j'en fais pas, en fait, c'est quoi le risque? Que votre bébé meure. Mot pour mot. D'accord. Donc là, moi, je vois mon mec devenir livide, forcément. Et là, je lui dis, mais en fait, que jusque-là, tous les monitos que vous aviez fait pour voir justement où on était le bébé, tout va bien. Et donc, je lui dis, mais pourquoi en fait, il mourrait? Enfin, je lui dis, mais pourquoi, en fait?
Elle me dit parce que je pense qu'il est plus gros et en fait, je pense que les épaules ne passeront pas, qu'il va rester bloqué. Et en fait, elle dit c'est tellement risqué de faire ça parce que là, si on vous fait une césarienne, c'est une césarienne qui est en code vert, je sais plus quel code c'est, code bleu, machin. Donc, on y va tranquille, on prend notre temps, on n'est pas pressé, on est dans de bonnes conditions. Alors que s'il est bloqué, ça serait une code rouge et encore, je suis même pas sûre qu'on puisse le sauver. Donc là, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Donc moi, je me souviens de lui dire, je vous demande de nous laisser quelques minutes parce que je voulais en parler avec mon conjoint et je voulais surtout appeler 2 personnes. Une personne qui avait eu une césarienne parce que je voulais être préparée parce que j'avais pas assez d'infos sur la césarienne, donc je voulais qu'elle me dise des choses et je voulais appeler ma mère. Donc, je voulais appeler ma mère parce que j'avais besoin de parler à ma mère, j'avais besoin de parler à ma mère. J'avais échangé des textos, j'avais appelé personne, j'arrivais pas vraiment à parler pendant ces 3 jours. Donc, mon conjoint, lui, livide, me dit, on n'a pas vraiment le choix, tu te rends compte, etc. Et il me dit, mais toi, comment tu sens? Je dis, moi, là, je sens que je pourrais le faire, mais en même temps, elle me dit ça, j'ai pas envie de prendre le risque, on va pas jouer. Et je me rappelle de ces termes, l'un comme l'autre. On se dit, on va pas jouer à la roulette russe, en fait. C'est complètement débile, quoi. J'appelle ma mère me dit, tu sais, c'est pas grave, voilà, écoute ce que te disent les médecins, s'ils te disent ça. Et puis, de toute façon, en réalité, voilà, si, j'aurais pu refuser, mais à ce moment-là, pareil, j'avais pas vraiment cette sensation de pouvoir. J'appelle ma copine Béné qui avait une césarienne. En gros, d'un point de vue de la loi, bien sûr, tu pouvais refuser cette intervention. D'un point de vue humain, bien sûr que non. On te dit, tu vas tuer ton bébé. Bien sûr que non, tu pouvais pas refuser. Et en fait, donc ma copine Béné, qui a des mots très rassurants, qui me dit t'inquiète, voilà comment ça va se passer, voilà, rassure-toi, tu as le droit de demander à emmener ta musique au bloc, voilà ce que tu as le droit, voilà, tu as le droit d'exiger ça, ça. Donc elle m'aide énormément à ce moment-là. Et en fait, je me souviens que j'étais encore au téléphone avec ma mère, pour le coup, j'avais eu Béné avant, elles étaient déjà de retour. Donc j'avais eu très peu de temps. Et là, elle me dit, donc du coup, on fait quoi? Et donc là, je me souviens avec beaucoup de sarcasme, je lui réponds, en même temps, est-ce que vous me laissez vraiment le choix? Elle me dit, on vous laisse toujours le choix. Je dis, et je me souviens répondre ça parce que j'avais un peu repris quand même de lucidité avec cette péridurale qui m'avait enlevé les douleurs, où je lui ai dit, en fait, c'est un choix que de prendre le risque de donner, de tuer son enfant. Donc je dis, oui, on va faire la césarienne. À ce moment-là, mon mec, pour le coup, parce que moi, je regardais pas, je regardais la fenêtre. Mon mec me dit, la sage-femme, regardez ses pieds. Parce qu'en réalité, elle n'était pas du tout d'accord avec ce qui était en train de se passer. Elle n'était absolument pas en phase. Elle était persuadée, elle l'a dit après, qu'on aurait pu lui donner naissance par voie basse, que les épaules, elles seraient passées parce que le corps de la maman est adapté au corps du bébé. Mais elle n'avait pas en fait son mot à dire. Donc, la gynéco a vraiment donné un protocole et si on lui avait donné la parole à la sage-femme, elle aurait dit « je vais accompagner cette patiente jusqu'au bout ». Mais une fois de plus, on est dans une réalité aussi politique qui fait que là, on allait monopoliser une personne pour une personne. Ouais. Et c'est pas OK. Donc, du coup… Et tu étais… à occuper ce service, cette chambre. Depuis trop longtemps, quoi. C'est lieu depuis tous les médicaments de la terre, à vider les baignoires d'eau. C'est plus possible, madame. Il faut partir. Donc, du coup, la sage-femme, à ce moment-là, me dit, allez, cette fois-ci, c'est vraiment la rencontre. Donc, une fois de plus, à des mots ultra positifs. Et donc, on part au bloc. À aucun moment, après ça, tu es seule avec la sage-femme et la gynéco est là jusqu'à ce que la décision soit prise de oui, on va pour la césarienne. Et j'ai pas revu la sage. J'ai eu la sage-femme au téléphone en salle de réveil, longue histoire. Je pourrais raconter rapidement cette partie-là. Il faudrait quand même pour aller jusqu'au bout de cette histoire. Mais sinon, non, je l'ai pas revue, mais je sais qu'elle n'était pas en phase avec ce qu'elle avait dit et qu'elle avait la certitude que j'aurais pu le faire. Elle l'a dit à mon conjoint, elle aurait pu le faire, on aurait pu le faire. Ça aurait été très long, mais avec la péridurale, déjà, elle aurait pu se reposer, elle aurait repris des forces et elle l'aurait fait parce que, elle le disait, elle a aussi un physique qui est adapté à l'effort. Moi, je suis grande, je suis carrée, etc. Je suis adaptée à la naissance de mon enfant. Donc, moi, je suis persuadée que c'est dans nos gènes, en fait. Mon corps a été fait ainsi pour porter des bébés comme ça. Donc, du coup, voilà, part au bloc, césarienne. On n'est pas là pour parler césarienne. Donc, ça sert à rien de s'étaler sur ce sujet-là.
Euh, mais Mais voilà, faut dire quand ça se passe même bien. que la césarienne se passe pas mal dans le sens où il n'y a pas de complications à la césarienne. La césarienne se passe très mal dans ma tête, par contre, parce que je ne m'attends pas à ressentir ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas la douleur, mais on ressent tout. On ressent chaque mouvement, on ressent chaque geste. Et en fait, surtout, un espace qui était jusqu'à présent sacré, l'espace du ventre, devient finalement un espace qui ne l'est plus et devient un espace, en tout cas c'est mon ressenti, attention, hein, c'est absolument pas le Oui, cas de bien tout sûr. le monde, et demain j'ai une autre césarienne, je la vivrai différemment, mais à ce moment-là, je le vis comme une intrusion et je le vis comme un moment extrêmement violent. D'ailleurs, à plusieurs reprises, mon conjoint qui était là, je lui dis, je sens tout, et à un moment il alerte, il dit, il traduit en disant, elle a mal. Et donc, il vient de me voir, vous avez mal? Je dis, non, je n'ai pas mal, je ressens tout. Elle dit, c'est normal. C'est normal, vous ressentez, comme quand on vous opère les dents, vous sentez quand. Donc là, je sentais tous les mouvements, je sentais chaque incision. Après aussi, Oui, le défaut du mais yoga, je suis oui, très c'est connectée à normal mon pour les corps. médecins. Donc, C'est normal pour les médecins, mais je crois que pour aucune femme, d'autant plus quand tu as eu zéro information sur le sujet, à aucun exactement. moment tu imagines sentir ce qui se passe au C'est ça. moment de la césarienne. On te Tu parle n'imagines pas d'anesthésie et sentir compagnie, les il n'y a pas la incisions. douleur, mais Voilà, bien sûr. il y a 3 incisions. Tu n'imagines pas qu'on doit écarter. Donc, ce mouvement-là dans ton ventre, moi, je m'en souviendrai toujours. Ce mouvement d'écartèlement, il est gravé en moi. Je ne m'attendais pas à ressentir ça, à sentir à être écartelée. Et puis après, une fois de plus, ils essayent de faire la plus petite incision possible pour Ouais, sortir bien un sûr. bébé qui était quand même bien costaud. Donc au final, il y a presque moins de place pour le sortir que par voie basse, quoi. Donc du coup, sortir ce bébé de là demande aussi un effort surhumain. Enfin moi, j'ai dans ma tête, parce qu'il y a un truc, d'ailleurs, moi, Ouais, je serais champ incapable de voir stérile. mon ventre ouvert, mais ça m'a beaucoup dérangé de ne pas voir la naissance de mon fils en Ouais. réalité. Mhm. Là, on m'a privée de mon accouchement et on m'a privée. Alors, bien sûr qu'on pourrait dire, tu t'es privée, enfin, c'est toi en personne t'a forcé, mais si, il y a d'autres possibilités. Je sais aujourd'hui qu'on peut mettre un champ plus bas, qu'on peut voir le bébé, Bien qu'on peut sûr. même aller chercher son bébé dans le ventre. Accompagner la Je sais que c'est césarienne. possible. Ouais, Voilà, bien alors on sûr. te fait pousser, mais ça n'a aucun sens. Et en plus, toi, tu pousses comme on t'a appris en 2 gasquets. On te dit, mais qu'est-ce que vous faites? Poussez! Genre, t'es là, on n'a pas le même discours, du coup, voilà, c'est compliqué. Bon, il est déjà sorti. Enfin, du coup, ça n'a pas de sens, c'est chaotique. Et surtout, voilà, la difficulté derrière tout ça, c'est que je sors, je coupe direct le cordon, je te le pose 1 seconde. Tu ne peux pas toucher ton bébé de 2 mains. Tu as une main qui est immobilisée parce que tu as une perfusion. Donc, si tu bouges la main, on te demande de la remettre où elle est. Et tu as qu'une main que tu essayes tant bien que mal de plaquer. Mais qu'est-ce que tu veux tenir un enfant? Enfin, tu as envie de faire ça. Et Ouais, le réflexe, c'est tout tu fais ça. stylé, Mais bien on te sûr. dit ne faites pas ça. Et tu t'y reprends à plusieurs fois. Et au bout d'un moment, on te dit ne faites pas ça. Et tu sais que si tu le refais, au bout d'un moment, en fait, on te tient la main parce que voilà, voilà, es au bloc en réalité. Donc, tu fais ton possible, etc. Et il se passe environ 20 secondes et ton bébé part. Ça, c'est la réalité encore majoritairement dans énormément de cas de césarienne. Le bébé s'en va alors que moi, j'avais un projet d'allaitement. Mon projet d'allaitement, il est tombé à l'eau à cause de ça, clairement, à 100%. Je n'ai pas allaité pour cette raison. Aujourd'hui, je le dis clairement. Si je n'avais pas eu de césarienne, j'aurais allaité. C'est le fait d'avoir cette césarienne qui a fait que mon allaitement a été très compliqué et du coup j'ai baissé les bras et puis parce qu'il y avait aussi tout le trauma post accouchement quoi. Ouais, c'est toutes ces conditions, toi, Mm. qui ont été réunies, qui ont fait que l'allaitement n'a pas été possible, à la fois physiquement et j'imagine même mentalement. Après, Oui, et effectivement, bien sûr, on puis peut allaiter bon suite à une conditionnement césarienne, aussi mais ouais, derrière voilà. en disant vous avez un gros bébé, vous ne pouvez pas suffire à votre bébé parce qu'il perdait beaucoup de poids, mais on m'a pas expliqué concrètement à ce moment-là que pendant un temps je pouvais compléter et puis une fois que j'aurais eu ma montée de lait parce que ça allait me Oui, prendre un petit peu reprendre plus de temps l'allaitement parce que exclusif. j'étais pas à terme une fois de plus, donc j'étais pas prête, mon corps il était pas prêt du tout, personne n'était prêt, le bébé n'était pas prêt, enfin voilà. Oui, et Et au tu as pas final, sécrété les hormones qui permettent la montée de lait c'est ça. correctement, parce que il Donc, est elle a eu tu n'as lieu, pas, passé par un elle a eu accouchement, lieu quand je suis rentrée et je suis rentrée au bout d'une semaine. Je suis rentrée le samedi matin d'après. J'ai passé une semaine, moi, à la maternité. Et j'ai accouché le lundi soir. Ma montée de lait a eu lieu le samedi. d'accord, Donc, donc pour le bon, coup, plus long que la voilà, moyenne. plus long que la moyenne. Le samedi, vraiment tardivement.
Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, après, je me suis retrouvée seule en salle de réveil. Mon bébé était avec son papa. Donc ça, c'est aussi, par contre, quelque chose. Quand je disais au début, il n'a pas eu le choix. On lui a mis un bébé dans les bras, clairement, son bébé. Mais on lui dit, voilà. Et on l'a posé dans une salle. Et pendant 1h30, lui non plus n'a vu personne. Il n'a pas eu de nouvelles de moi. Et parce qu'en fait, elles ont eu une urgence avec une patiente. Et donc, lui, il s'est retrouvé pendant 1h30 avec un bébé. Il était en peau à peau avec lui parce que, pareil, la sage-femme lui a dit il faut faire du peau à peau. Il n'a pas sa maman. Et voilà. Et donc, lui, il disait mais il va vouloir manger. Et puis, bon, voilà, dans son pays, il va avoir faim. Mais non, il va pas avoir faim. Il a besoin de contact en réalité. Et en fait, il se disait, mais en fait, au bout d'un moment, je fais quoi? Et il est resté 1h30 comme ça. Donc, en vrai, je pense que ça a créé un lien entre eux et qui est encore très présent aujourd'hui. Et donc, pendant 1h30, ils se sont retrouvés seuls, sans nouvelles de moi. Et moi, pendant 1h30, je me suis aussi retrouvée sans nouvelles d'eux. Donc, on a eu une séparation qui s'est quand même avérée être très longue au final. Honnêtement, je trouve qu'1h30 en étant consciente, c'est long parce que j'étais pas endormie, hein, j'étais consciente. Donc, 1h30 de séparation, c'est extrêmement long quand on a porté 9 mois son bébé. C'est même très douloureux rien que d'en parler. C'est une émotion. Vous avez été forte jusqu'à présent. T'as le droit, donc, c'est pas une faiblesse de pleurer. C'est ça. Non, mais ça, c'est clairement un truc où je trouve pas ça normal. Je trouve que dans aucun cas, on ne devrait séparer un enfant de sa mère. Aucun. Enfin, sauf si c'est une mère dangereuse. Enfin, clairement, oui, ça. Mais ouais. Voilà. Ou s'il y a un cas de danger pour le bébé, donc il faut s'occuper rapidement. Mais c'est vrai mais que. Lui était en pleine forme, hein, par contre, était en pleine forme. Mais par contre, voilà, on a été séparés pendant 1h30, peut-être un peu plus. Et moi, j'étais pas très lucide à ce moment-là. J'étais un peu en état de choc. Je tremblais beaucoup, etc. Puis, il y a eu un petit passage à vide où il pensait que je faisais une hémorragie. Donc, du coup, ça a été un peu le branle-bas de combat, etc. Voilà, moi, je me suis vue partir alors que rien du tout. Mais voilà, j'ai eu un écho, une infirmière qui a dit elle fait une hémorragie, vite, vite. Donc, les équipes ont été appelées un peu en urgence parce que pour redonner aussi un petit peu de contexte, les Bluets n'ont pas de bloc opératoire. C'est une maternité et donc le bloc opératoire se trouve dans l'hôpital qui est à côté. Il y a une passerelle qui communique, qui est un hôpital public. Et en fait, on est en salle de réveil avec potentiellement d'autres patients. C'est pour ça que les bébés ne peuvent pas y être. Sauf que moi, quand j'y étais, j'étais seule. Donc mon bébé, il aurait pu être avec moi puisqu'il n'y avait pas d'autres patients. Donc il n'y avait aucune raison. Seul de l'autre côté, quoi. Pour qu'il soit pas là. Donc moi, j'ai été privée finalement de la première 1h30 d'existence de mon fils. En même temps, j'aurais pas été capable de grand chose parce que je tremblais vraiment comme une feuille, mais en même temps, je pense que je tremblais comme une feuille aussi parce que j'étais pas avec lui. Ouais, certainement. Et puis, même sans faire quoi que ce soit, c'est juste simplement être, vous rencontrer. Après, c'est 3 jours d'attente. C'est. Bah, tu vois, 3 jours d'attente, 9 mois d'attente, et tu le vois à 20 secondes, quoi. J'avais même pas en tête à quoi il ressemblait en réalité. C'est à quoi il ressemblait, bien sûr. Ouais, donc, quand on me l'a ramené, voilà, c'était la découverte à ce moment-là. Et puis parce que j'avais pas beaucoup pu le toucher, j'étais au bloc. Donc du coup, j'avais le truc du bloc. Donc quand ils me l'ont mis contre moi, il y avait la chemise. Et quand je suis revenue, j'étais encore au bloc. Donc j'ai pu moi faire du pot à pot seulement une fois que j'étais en chambre. Donc il s'était passé 4-5 heures. Donc forcément, la montée de lait a été assez complexe, quoi. Donc ma première mise au sein s'est faite en chambre. Et elle s'est faite, voilà, au bout de 5 heures. Donc, c'est compliqué, hein, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, c'est toujours possible, mais c'est pas un bon départ et ça met pas en confiance, quoi. C'est possible avec un bon accompagnement. Il faut savoir aussi que dans la grande majorité des cas, en maternité, le personnel n'est pas particulièrement formé à accompagner l'allaitement. Complètement. Bah, ça, je l'ai vu. Alors que j'avais une conseillère, mais pareil, je me suis beaucoup renfermée sur moi en fait à la suite de l'accouchement, pendant le déclenchement aussi. Et ça, c'est vraiment une chose, c'est que si
une personne qui nous écoute ici se retrouve à être déclenchée, surtout ne pas s'isoler dans ce déclenchement, parce que moi, c'est l'erreur, entre guillemets, que j'ai faite. J'aurais dû, dans mon déclenchement, continuer à essayer de voir le monde, demander du soutien. En fait, on a le droit de demander du soutien aussi dans cette phase-là, bien au contraire. C'est un entre-deux, du coup, on se dit, bah, je suis entre deux, donc on n'ose pas, mais si, justement, on a besoin d'un soutien moral. Et surtout, bah, derrière, quand on a des départs comme ça en allaitement qui ne se passent pas comme prévu, prendre son téléphone et appeler sa conseillère en lactation. Ouais. Moi, j'en avais une. Si je l'avais appelée le jour où j'arrive à la maison, elle aurait été avec moi, elle ne m'aurait pas lâchée. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis complètement enfermée sur moi. Et je me suis enfermée sur moi pendant des mois. Et donc, voilà, il ne faut pas. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque un ordre en fait. Il ne faut pas, il faut pas rester isolé de manière globale dans la maternité, dans l'accouchement et dans le postpartum. L'isolement, c'est le pire ennemi et il faut vraiment demander soutien. Et en amont, si on sait qu'on peut potentiellement, on est du genre à être un petit peu comme ça, il faut en amont dire aux personnes, je risque de me renfermer sur moi-même, je me connais. Ouais. Donc voilà, enfoncer la porte, quoi. Donc moi, typiquement, si c'était à refaire, la conseillère en lactation, je prendrais un rendez-vous. Et je sais que c'est pas à moi de l'appeler, je sais que je demande à mon conjoint de lui envoyer un texto quand j'ai accouché et elle sait que 48 heures après, elle est à la maison et elle vient me voir. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est vraiment l'isolement qui fait du mal en réalité dans cette histoire, dans tous les cas, l'isolement pendant l'accouchement et puis après cet isolement sans le bébé en fait en réalité. Et ça c'est une autre chose, c'est qu'on a le droit et en fait malheureusement on outrepasse beaucoup les droits pour des raisons de confort médical, pour des histoires de protocole, mais je me répète, sous aucun prétexte, on devrait pouvoir séparer. Enfin, voilà, c'est pas normal. Et moi, demain, si je devais je ferais en sorte de choisir un endroit où j'ai la certitude que si j'ai une césarienne de nouveau, sauf si je suis endormie à 100%, bien sûr, je peux garder mon bébé avec moi en salle de réveil et je peux avoir un accompagnant avec moi en salle de réveil. Sinon, j'irai ailleurs, je me débrouillerai, je trouverai une autre solution, mais je ne ferai pas comme ça. Ça, c'est une certitude. Parce que c'est pour tout le monde. C'est une expérience qui est désagréable au possible, voire traumatisante aussi, bien entendu. On s'est rattrapé après, mais... Ouais, pour la maman et en vrai pour le bébé certainement aussi. Il était là dans de bonnes mains avec son papa, mais il y a quand même le lien maternel physiologique d'être avec sa mère qui l'a porté pendant 9 mois. C'est ça. Et puis d'ailleurs, j'ai dit un mot complètement con et du coup je vais me reprendre. En fait, oui, on s'est rattrapé après, mais en fait, pour autant, on m'a jamais rendu 7h30. Non, bien sûr. Voilà, donc en fait... On t'a jamais rendu ta rencontre avec ton enfant. On me l'a jamais rendu. Donc on a bien sûr qu'on vit plein d'autres choses, bien sûr qu'il est en bonne santé, bien sûr, toutes ces choses-là qu'on nous répète, qu'on nous rabâche, oui, bien sûr, mais ça n'enlève absolument pas le fait qu'on m'a privé quand même de cette rencontre et qu'on m'a privé aussi de cette capacité à croire en moi, surtout, à croire en ma capacité à donner vie et qu'on m'a dit que c'était pas possible. Au final, Marcus, il faisait 4,3 kg et 52 cm. Voilà. Donc, c'est un beau bébé, on va pas se mentir. Voilà, 2 semaines avant terme. Oui, donc, oui, mais, mais ça reste pas non plus. C'était pas les 4,9 kg annoncés. Voilà. Et encore moins les 5 kilos annoncés par la gynéco. Qui allaient bloquer. Et là, voilà, la sage-femme après avait dit en effet, ce serait passé sans problème. Et elle c'était une sage-femme qui devait avoir elle devait avoir la soixantaine à peu près, donc je pense qu'elle en a vu des bébés naître. Donc si elle disait que ça passait, c'est que ça passait. Mais elle savait qu'il y aurait fallu de la patience, du temps. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre société aussi, on nous donne plus vraiment du temps pour rien. Non. Et on veut tout précipiter. Et c'est pour moi, et on en parlait au tout début, toutes les deux, c'est vraiment quelque chose où moi, ça a été un point de changement dans ma vie. C'est que dès lors, en fait, j'ai décidé que j'avais envie d'avoir du temps et que rien ni personne ne devait me presser, en fait.
Et ça, c'est quelque chose, je presse jamais Marcus dans rien. Donc, ce qui fait qu'on est très en retard tous les matins. Je ne sais pas comment se passera la rentrée à l'école, mais je ne le presse pas. Donc, on prend notre temps. J'ai pas envie de le presser. J'ai pas envie, mais moi non plus, j'ai plus envie de me presser. Hein. Donc ça, Et en même temps, c'est un très bel apprentissage, je trouve, à avoir dans la maternité. Bien sûr. En devenant parent, c'est, je trouve, quelque chose d'assez important de donner savoir du temps. prendre le temps de se donner du temps, de connaître aussi à quel point c'est précieux ce temps qui est passé avec nos enfants. Mais un déclenchement avant terme est tout sauf banal. Et surtout, un déclenchement à avant terme est tout sauf physiologique. Un déclenchement de manière globale n'est pas physiologique. Et du coup, quand on a vraiment un projet physio, c'est complètement contradictoire. Et surtout, moi, je reste... en fait, parfois, je me refais l'histoire, beaucoup moins maintenant. Mais pendant un temps, je me suis refait l'histoire et je me disais toujours, en fait, si j'avais attendu et j'étais arrivée, voilà, ce serait déclenché naturellement. Au bout d'un moment, peut-être, parce que c'était l'hypothèse, c'était aussi qu'en fait, il était tellement grand, tellement serré, entre guillemets, qu'il n'arrivait pas à engager sa tête et du coup à favoriser la dilatation. Donc, je serais arrivée à terme, il y aurait eu la même chose, j'aurais eu le même bébé qui aurait eu du mal à s'engager. Et au final, j'aurais eu une césarienne. Donc, en fait, au pire des cas, je me dis toujours, si j'avais pas pris le déclenchement, je serais arrivée et il m'aurait fait une césarienne. Donc, en fait, je ne vois aucun intérêt au fait d'avoir été déclenchée. Aucun, strictement aucun, parce que j'ai rien évité, entre guillemets. Et quand bien même, la problématique du bébé un peu gros, elle s'est présentée 2 semaines avant. Elle a donné lieu à une césarienne. Du coup, elle se serait présentée 2 semaines plus tard et elle aurait donné lieu à une césarienne aussi. Donc, je vois aucun intérêt, en fait, à déclencher. Et même, je me questionne vraiment en me disant, justement, est-ce que j'aurais préféré, en fait, plutôt qu'on me dise, on va laisser venir. Et puis, soyez consciente que peut-être on devra vous faire une césarienne parce que le bébé sera trop, etc. Et là, moi, je préfère ce genre d'option, de me dire, on vous laisse venir, on fait confiance au corps, on verra. Soyez conscient des césariennes, voilà comment se passe une césarienne. Il y aura peut-être une césarienne, etc. Dans le cas du déclenchement, on sait, j'ai plus le pourcentage, mais le déclenchement avant terme, le pourcentage qui donne lieu à une césarienne est énorme. Tout simplement parce qu'il ne savent pas déclencher avant terme, donc ça finit toujours en césarienne. Le pourcentage, je ne l'ai pas, mais vraiment, il est très important. Donc, en fait, au bout d'un moment, ça serait peut-être bien aussi quand une femme, on lui dit qu'elle va être déclenchée, de lui parler de césarienne. Parce qu'on sait que dans la majorité des cas, elle se retrouvera au bloc. Donc, ça serait bien de parler aux femmes aussi de c'est quoi une césarienne, comment se passe une césarienne et surtout, qu'est-ce qui se passe après une césarienne. Parce que c'est un post-op, on est en post-opératoire. On se remet d'une opération. Donc, le comportement, il est différent. Et on n'explique pas à la femme que ça va être compliqué pour elle d'aller saisir son bébé, qu'elle ne pourra pas non plus se relever d'elle-même. Déjà qu'après un accouchement, c'est compliqué, mais là, voilà. Donc, on n'explique pas assez, alors que pourtant, il y en a beaucoup en réalité. Et on fait, quand on voit le nombre de césariennes aujourd'hui en France, c'est près de 26%. 26%, et pourtant, dans la préparation à l'accouchement, ça dure toujours 2 minutes. Donc, ça serait peut-être temps aussi de mettre à jour par rapport à ces chiffres-là. Et après, l'autre truc, c'est aussi de se questionner pourquoi elles augmentent autant. Ça, il y a 2 questionnements. Il y a déjà répondre à l'augmentation des césariennes en informant les femmes. Et la deuxième chose, c'est se questionner sur pourquoi, en fait, elles augmentent autant. Qu'est-ce qui fait que ça augmente autant? La réponse, moi, je l'ai, mais à chacun de se faire sa propre opinion. Et ce qu'il y a de certain par rapport au déclenchement avant terme, c'est qu'il n'est pas anodin, il n'est pas physiologique. Il aboutit la plupart du temps vers une césarienne, donc s'informer sur une césarienne parce que c'est une issue possible. Et en fait, se souvenir surtout qu'on a le droit de le refuser quand surtout on a un bébé qui est en bonne santé. Là, on était face à un bébé en bonne santé. Et si le fait d'être grand, fort,
est signe de mauvaise santé, alors il va falloir appeler beaucoup de monde sur cette terre et beaucoup surtout d'athlètes, parce que la plupart des athlètes sont grands, forts, costauds. Ouais. Et cette tendance de notre société à vouloir tout faire rentrer dans des boîtes et particulièrement dès la grossesse, qui effectivement et qui tout doit être sous contrôle, tout doit être monitoré, on doit être dans la norme tout le temps. Et c'est une norme qui poursuit, hein, parce qu'aujourd'hui, il a 2 ans encore aujourd'hui, ton fils, et il continue d'être... alors, j'ai la chance d'avoir maintenant une pédiatre qui nous fout la paix, parce que aussi, comme je disais, j'en fais un peu une bataille. C'est-à-dire que là, je suis vraiment une louve avec ça. S'il y a une personne qui fait une remarque, alors encore plus devant lui, à mon fils sur sa taille, sur sa carrure et sur son poids, alors là, ça se passe souvent extrêmement mal, parce qu'en fait, déjà qu'on lui foute la paix, et surtout, il est en pleine santé, il est rempli de vitalité, de joie et d'énergie. Il a 2 ans, il fait 18 kilos et il fait 97 centimètres. Donc, il est grand, il est fort, il est costaud. Mais en fait, c'est lui, comme quoi. dirait ta grand-mère, un beau bébé. C'est un beau bébé, exactement. Beau bébé. Mais voilà, il est très grand et il est en dehors des courbes. Mais on sait que c'est un bébé aussi qui a marché à 10 mois, qui est actif. Donc en fait, on le laisse vivre et j'ai la chance maintenant d'avoir une pédiatre qui comprend notre style de vie, qui comprend qu'il court tout le temps, qu'il bouge, etc., qu'il mange équilibré, que tout va bien et que c'est juste son physique et qu'on doit le respecter pour ça. Mais pour autant, les bébés macrosomes, on peut souvent sortir de la norme. On peut sortir de la norme en étant en parfaite santé, en fait. Exactement. Et puis c'est surtout, il faut remettre par rapport à plein de... Mais voilà, moi, de toute façon, ce côté, le poids, pour moi, ne veut strictement rien dire parce que, dans le poids, il y a aussi le squelette, il y a aussi énormément de choses. Et on sait aujourd'hui que c'est un enfant qui est osseux. Et pour dire que, la macrosomie, c'est souvent quelque chose qui poursuit dans les premières années de vie d'un enfant. Et il faut vraiment rien lâcher quand on est maman parce que on nous fait suer quand ils sont dans le ventre, mais on continue de nous embêter par la suite. Parce qu'en plus, du coup, c'est des bébés qui, à la naissance, vont un peu dégringoler en termes de poids, faut le dire, parce que en fait, tous les bébés perdent un peu de poids, mais du coup, eux, au prorata de leur poids, c'est plus conséquent. Du coup, tout le monde panique un peu plus. Donc, il faut rester sûr de soi. Il faut, si on allait, il faut avoir confiance en son corps. Si on a fait naître un bébé de ce poids, c'est que le corps va être capable d'allaiter ce poids-là aussi. Donc, il faut être en confiance. Et par la suite, faut s'écouter et quand on nous dit alors qu'un enfant a un an, oui, alors attention, mais moi, il n'y a pas, en fait, on va pas parler de restriction alimentaire sur un enfant d'1 an, en fait. On respecte ses besoins. En plus, il mange au final pas tant que ça. On vérifie en effet qu'on ne fait pas le médecin vérifie et c'est normal qu'il n'y a pas d'erreur, entre guillemets, sur, par exemple, je donne un paquet de gâteaux par jour, etc. Mais dès lors que ça, c'est checké, en fait, après, on lui fout la paix. Et c'est vrai que moi, je suis très, très à cheval là-dessus, je peux le dire. J'ai ma belle-mère qui souvent me dit « Ah oui, mais quand même… » Et je l'envoie, pardon, mais chier, vraiment. Parce que je veux qu'on lui foute la paix et je me répète sans cesse. Et souvent, je dis, qu'est-ce qu'on fait? On le met au régime, peut-être? Comment ça va se passer? Donc, voilà. C'est dès le début et je serais assez curieuse aussi de voir les bébés macrosomes, en fait, comment ils évoluent avec l'âge au niveau justement des TCA, des troubles du comportement alimentaire et autres, parce que je pense que tout se joue très rapidement et si derrière, on n'a pas un parent qui se veut rassurant par rapport à ça, on peut très rapidement se foutre des complexes et surtout, moi, il y a des mots que je ne veux pas entendre quand Marcus est là parce que ça reste dans sa tête et il va se considérer comme gros, alors qu'en fait, il ne l'est pas et qu'il est, moi, si vraiment apprendre à dire, quand des fois les gens disent, ah, bah dis donc, et je dis toujours, il est fort, Marcus. Et toujours, je dis, il est fort. Et je veux qu'ils comprennent qu'il est fort, en fait. Et il n'y a pas de gros, il n'y a pas de bien portant, ah, il mange bien, ou des choses comme ça. Je ne veux pas l'entendre, en fait, parce que je sais que ce sont des mots qui vont rester gravés dans sa tête à tout jamais. Donc, je les stoppe. Et s'il y a des fois des mots qui sont prononcés,
je les rectifie pour que lui entende une autre vérité et pas celle que les gens essayent de projeter vers lui. Et ça, c'est hyper important. Et en vrai, j'en fais vraiment un combat. Parce que c'est un sujet qui est assez compliqué pour lui. Et enfin, je le sens que c'est pas simple déjà pour lui parce qu'il y a beaucoup de retours par rapport à son physique et c'est que le début. Donc, voilà, mais il est fort, Marcus, il est là pour... il est fort et je pense qu'il est fort comme sa maman. Je pense que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Merci beaucoup, Kaliane, de nous avoir partagé toute ton histoire. Merci à toi. Pour terminer, si jamais tu pouvais dire un petit message à la Kaliane du jour de l'accouchement, la Kaliane qui rentre pour être déclenchée ou qui vient juste d'avoir son bébé dans les bras, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, celle qui rentre pour le déclenchement, je dirais fais demi-tour, rentre chez toi, clairement déjà. Et celle qui a son bébé, je lui dirais prends ton téléphone et appelle les personnes qui ont été là pour toi pendant ta grossesse parce que tu as besoin d'eux, donc ne te renferme pas sur toi-même. Et ça aurait sauvé mon allaitement et du coup, ça m'aurait permis aussi de me sentir moins... je me suis sentie très nulle en fait dans mes premiers pas de maman parce que pour moi j'avais échoué dans mon accouchement et je pense que le fait de réussir entre guillemets mon allaitement m'aurait redonné confiance et du coup je me dirais maintenant, je me dirais bats-toi au moins pour ça parce que ça toi tu as la main là, tu peux y aller, tu peux le faire, il n'y a plus personne autour de toi pour t'empêcher de le faire, donc bats-toi pour cet allaitement et je sais que ça m'aurait donné aussi de la confiance pour la première année de vie de mon fils, ce qui n'a absolument pas été le cas et j'ai énormément douté de moi et ça a été très, très compliqué finalement d'être moi-même comme j'avais été pendant ces premiers mois de vie parce que je doutais beaucoup de ma capacité à être sa maman finalement. Ouais, j'imagine. Merci. On apprend beaucoup dans la maternité. Ouais. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est une certitude. Merci beaucoup, Kaliane. Avec plaisir. À la prochaine.